Les corps gauches ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font tant dehors en attendant les moments de corps à corps, à corps à corps, de corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, 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 oh, serre-moi fort. Peut-être certains ont connu ou vont connaître des moments dignes de salut entre deux êtres capables de décoller d'un simple regard, lointain de ma vision de nulle part. Je le souhaite à ces gars, excepté aux goujats qui sont là. Vas-y, 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 vas-y. J'escompte rien de tendre, mais c'est de les entendre avec leur oh oui, 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 et pas un merci. Parfois dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, 16h43, on a même de l'avance aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, il est l'heure du Juste Bistrot, il est l'heure d'une nouvelle semaine de rigolade, d'actualité, de blagues, de calembours, de chansons, de musique médiévale. Les amis, c'est que du bonheur de se retrouver une fois de plus pour cette nouvelle semaine. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que le week-end a été bon. Voilà, on va parler de tout ça, évidemment, on va débriefer tout ça. Je vais vous raconter mon séjour au Nérac, c'était magnifique, que du bonheur les copains. On a du pain sur la planche aujourd'hui, on va jouer au jeu des Russes. Vous allez voir si ça va être drôle, ça va être marrant. Et après on va jouer à Louis Sarkozy, ça c'est moins marrant, ça c'est un petit peu moins rigolo. Mais on va parler de tout ça les amis. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes plein badin. Merci à mon Hervéro qui vient de sub 25e mois, qui dit salut à tous, j'ai bien reçu mon livre, magnifique. J'espère que ça te plaît camarade. Est-ce que tu as commencé la lecture? Merde, oh là là, ce zoom des enfers. J'essaie de recadrer cette merde, voilà, là on est pas mal. On est pas mal les amis. Les copains, très heureux. Je suis content de vous retrouver. J'étais pas certain de faire le live aujourd'hui parce qu'avec la route, le week-end, le machin, j'étais fatigué. Mais je me suis dit, vas-y, je mets mon t-shirt, on est parti. Je suis venu en t-shirt. J'ai une dégaine de mécano en fin de journée. On voit marrer. Donc, tu vois, il y a Antoine Job, il dit, c'est quoi ce t-shirt? Plus de chemise propre. Non, c'est le t-shirt de j'ai failli pas faire l'émission, mais je la fais quand même. Voilà, c'est l'émission détente. Va pas falloir trop m'en demander aujourd'hui, mais on aura du tir sur mon doigt, on aura des blagues de prout. Ce sera une émission fonctionnelle quand même. Attention.
attention, voilà, à pas se tromper non plus. Voilà les amis. Content de vous retrouver en pleine forme, voilà, quand même en pleine forme, content les copains, on se fout de ma gueule, je suis même pas rasé, tu vois, ça n'a aucun sens cette émission, on est vraiment à 2 doigts du mec qui joue de la guitare dans le métro, vraiment, je sais même pas ce que vous foutez là en fait, hein. Honnêtement je sais pas. Dites-moi un petit peu les amis ce que vous avez fait de beau dans votre week-end, chacun me dit un truc sympa, voilà, on commence avec du bonheur, avec une bonne note, dites-moi un peu les amis, ce que vous avez fait de sympatoche ce week-end. Ce que vous avez fait d'agréable, qui vous a fait du bien ce week-end. Il y a mon Jojo l'astico-sauteur qui dit j'ai bien reçu ton livre aussi, c'est magnifique. Ngrim Van Horseman qui dit un truc sympa. Voilà, parce que j'ai dit dites-moi un truc sympa, putain. Ah, t'es con. Stealth 5, tournoi d'échecs. Alors ça rigole pas. Ça c'est sérieux. Stealth 5, tournoi d'échecs, bravo. Moi je suis une pipe aux échecs. On m'a appris les règles une fois de plus, mais non. Le Geeks qui dit déménagement des parents. Brezot 64 BZH qui dit si ça se trouve il est en slibard. Non, j'ai mis un pantalon. Et oh, ça va. Hein, on n'est pas de gauche, attention. Lab 17, j'ai acheté des BD et mangé une raclette. Ça fait plaisir. Ça y est, le temps commence à devenir dégueulasse. On est parti pour la raclette. Hein. Ça y est, on est rentré dans la saison des raclettes. Le petit Go, est-ce que tu as vu qu'une députée insoumise a fait annuler une fête du cochon en Ille-et-Vilaine car les organisateurs sont d'anciens membres du FN? J'en ai vite fait entendu parler. D'ailleurs, ce département qui est le premier département wokiste de l'histoire, Ille-et-Vilaine. Ah, je vous ai dit, je suis fatigué. Donc franchement, en vrai, tirez-vous, arrêtez de regarder cette émission. 974 Papang de bien, réunion d'organisation pour déguisement et rôle dans un jeu grandeur nature. Ça c'est sympa, ça revient fort paraît-il les jeux comme ça, les jeux de rôle et compagnie, et t'as aussi les gens qui se déguisent pour faire des événements et tout, ça c'est intéressant, ça revient fort, ça a l'air chouette. J'ai jamais joué à ça, c'est les trucs du genre Donjons et Dragons, c'est ça il me semble. Putain, vas-y, ma gourde elle fuit, c'est terrible, on dirait Michel Drucker. 974 qui dit 974 Papang qui dit de moins bien pouce explosé en réparant un djembé. Merde, ah il faut faire attention. Ah ouais, merde. J'espère que ça va aller quand même. J'espère que ça va aller. Tomic 302 qui dit bonjour en direct du bureau. Voilà, ça fait plaisir. Tu bosses dans quoi mon Tomic 302? Dis-moi un petit peu. Si les collègues du bureau entendent l'émission, allez, sortez-vous les doigts, bande de feignasses, faut bosser. Hein? C'est une émission de droite, donc la productivité, avant tout. Ils l'ont dit, c'est François Bayrou qui l'a dit. Tokyo Story qui dit moi je fais des créations pour ce type d'événement, armure et côte de maille. Incroyable. J'étais dans le thème de la côte de maille là, à Estin ce week-end. Je vais vous raconter tout ça évidemment. Dame75 qui dit pas de réseaux sociaux et du bon temps avec madame et le bébé, voilà, ben oui on se régale, ça fait plaisir. Brigitte 351, confection de cake au chocolat, ça c'est magnifique, et mais voilà, c'est super. Et monsieur Dagon, anniversaire de mariage, 25 ans à Florence, Florentia, en Italie, ça, magnifique. T'as mangé la pizza? Évidemment, t'as mangé les pâtes. Magnifique, 25 ans de mariage, c'est beau. Vous voyez qu'il n'y a que des belles nouvelles. Voilà, c'est ça qui fait du bien, avant tout. Kido 421, moi j'ai chopé le Covid. Ah merde. Donc j'ai rematé des vidéos de Véran et je me rappelle que je suis potentiellement un affreux assassin. À toi, tu t'es fait un bon week-end, t'as pas hésité. Gwen BZH 2201, j'ai sonorisé le premier et le dernier groupe d'un festoche. Le plus dur est de pas trop picoler entre les deux. Tu m'étonnes si c'était en Bretagne. Oh. Lab 17 qui nous dit aurais-tu des bouquins à conseiller sur les fondements de l'Union Européenne? Merci par avance très cher. Avec grand plaisir camarade, avec grand plaisir. Pour parler bouquins, alors mon préféré, mais qui est le plus chiant à lire évidemment, c'est ce livre-là, voilà, pour parler littérature un peu. Ça fait plaisir de commencer l'émission comme ça. La Grande Dissimulation, je te mets la couverture, c'est signé Christopher Booker et Richard Norths, préface de Jacques Sapir, excusez du peu, publié chez l'Artilleur. Je vous en ai déjà parlé de ce livre les amis. C'est un livre en fait donc de 2 universitaires britanniques qui sont allés dénicher les archives de la construction européenne, ils y ont eu accès. Et ils ont écrit un bouquin d'environ 800 pages qui est imblairable à lire, enfin qui est assez long parce que c'est très très dense, donc c'est assez long à lire, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Ce bouquin qui scrute, qui décortique les archives de la construction européenne et ça permet de comprendre en fait les tractations qui ont eu lieu en interne avec la mainmise des Américains, le trouble jeu de personnalités politiques européennes. Donc c'est incroyable, c'est une somme d'informations incroyables d'une densité extraordinaire. Donc c'est long à lire, mais c'est passionnant.
Franchement, c'est celui que je peux te conseiller hein, sur la construction européenne en premier lieu. Après... En fait, j'ai que lui en tête parce que tout est tellement dit dans cet ouvrage. Oui, alors Monsieur Dagon dans le chat qui dit effectivement, il y a le livre de Philippe de Villiers, J'ai tiré sur le fil et tout est venu, là, je sais pas quoi, qui n'est pas la biographie, évidemment, l'autobiographie de Marlène Schiappa. Non, c'est Philippe de Villiers qui nous a écrit ça. Effectivement, où il évoque certaines tractations et tout ça. Après, il y a un biais politique. Alors, c'est intéressant, mais il y a un biais politique qui fait que, voilà, bon, on est au courant après quand on connaît Philippe de Villiers, voilà. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait des bisbilles encore, là. Philippe de Villiers, je sais pas quoi, qui était aux assises de la souveraineté à Arras de Philippot. Asselineau a mis un tweet pour dire finalement c'était pas bien, j'ai rien compris. S'il y en a qui veulent me résumer l'affaire, je suis chaud. Mon Dimcop qui dit: Salut Rémi, je viens de recevoir ton livre, hâte de le finir et merci pour le numéro 30 de Juste Mensuel. Qui sait, en le découvrant, peut-être que je m'abonnerai. Avec plaisir, j'espère que le livre va te plaire, va vous plaire, les amis, pour tous ceux qui en ont parlé, qui l'ont commandé, pardon, qui peut-être en parleront. D'ailleurs, cette semaine, je vous ferai une présentation du livre. Faut qu'on reçoive. Ah oui, t'as demandé pour les exemplaires. Si tu peux, à l'occasion, c'est vrai que nous, on l'a pas reçu nous-mêmes, donc j'ai pas eu l'occasion de le lire. C'est peut-être une énorme daubasse, mais non, on va recevoir aussi nos exemplaires, un de ces quatre là, et je vous ferai une grosse présentation du livre si vous voulez, en mode foire aux questions, pour répondre un peu à tout ça, les amis. Si ça vous tente, je peux faire ça cette semaine. J'ai pas forcément besoin d'avoir un exemplaire papier, mais je voulais prendre le temps de vous présenter le livre, répondre à toutes les questions et tout ça. Si ça vous dit, on fera ça dans la semaine. Voilà, dites-moi dans le chat un peu si vous trouvez que c'est une bonne idée de vous présenter un peu le travail, un peu l'idée et tout ça, avec plaisir. Hervéro qui dit: résumé de l'affaire, Berkoff chez Morandini, Berkoff aux assises de la souveraineté, tous des acculés, voilà. Attention, hein. Pressés. Du terme pressé. Ouais, alors j'ai suivi, je regarde tout ça de loin. Autant je trouve que c'est une excellente chose, évidemment, les assises de la souveraineté, loin de moi l'idée de vous dire l'inverse. Maintenant, ouais, André Berkoff, j'ai un peu de limite, un peu de mal quand même. Ouais, c'est... J'ai un peu de mal, un petit peu de mal de le voir... De le voir aujourd'hui présenté comme le dissident du siècle, hein, faut quand même se rappeler l'affaire Caton. Voilà, je laisse aux spécialistes le soin de vérifier cette affaire quand Berkoff était le copain d'Attali et Mitterrand. Bon, voilà, j'entends bien qu'il faille pas tirer sur la dissidence et compagnie. Maintenant, bon, faut pas exagérer non plus, faut pas prendre les gens pour des benets pendant trop longtemps. Voilà. Disons qu'André Berkoff a un parcours qui est respectable à bien des endroits et pose des questions à d'autres endroits. Donc voilà, faut pas non plus exagérer et en faire une personnalité intouchable aujourd'hui où on peut rien dire parce que la dissidence, parce que je sais pas quoi. Bon, quand il obéissait aux ordres de Mitterrand et d'Attali, curieusement, on n'en parle plus beaucoup de tout ça. Donc voilà, j'en reparlerai à l'occasion parce que... parce que je m'en branle en fait de voilà qui est content, qui est pas content. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas dans cette histoire-là. Je fais mon travail de juste milieu sur tout le monde, qu'importe. Mais bon, quand aujourd'hui on vient m'expliquer que c'est le chef de la dissidence et qu'il faut absolument rien dire, sinon ça revient à tirer contre son camp. Bon, voilà. Ce qui n'empêche pas, hein, c'est comme d'habitude les amis, on n'est pas dans le manichéisme, ça n'empêche pas d'avoir eu des positions extrêmement courageuses et d'avoir invité des gens extrêmement intéressants sur Sud Radio à l'époque où, on pense au professeur Raoult et d'autres, à l'époque où ces gens-là, et encore aujourd'hui, ne sont pas invités ailleurs. Donc une fois de plus, les amis, on n'est pas dans le manichéisme de dire il y a les gentils et les méchants. Une même personne peut avoir dans son parcours des choses formidables et des zones d'ombre. Je trouve que c'est le cas pour Monsieur Berkoff, que je respecte. Mais maintenant, quand à l'époque, il écrivait un bouquin sur commande d'Attali et Mitterrand, je suis désolé, je trouve ça lamentable et ça m'empêche pas d'adorer ce qu'il a pu faire à d'autres endroits. J'ai eu la chance de le recevoir, de le rencontrer une fois à TVL, c'était super. Mais faut pas non plus raconter n'importe quoi. Alors il y a Jean-Père Mamère dans le chat qui dit: on n'est pas dans le manichéisme, mais on lui reproche des trucs de l'époque de Mitterrand, PTDR, je meurs. Il dit je meurs. La définition du manichéisme, c'est pas forcément lié au fait de remonter à des affaires anciennes. Le manichéisme, c'est de voir tout blanc, tout noir. Donc on peut ne pas être dans le manichéisme et aller chercher des faits anciens, tu vois. Puis c'est normal, quand je parle de zone d'ombre, en plus, tu vois, c'est comme moi, on peut me dire juste milieu, t'es mignon, tu parles d'actualité en France et t'es en Suisse. J'entends, il n'y a pas de problème, tu vois. Et je prends le reproche, je prends la critique sans aucun souci. Et Jean-Père Mamère qui dit une fois de plus, une fois quand t'étais petit, t'as chié sur ton père, franchement, je m'en remets pas.
Ouais. Bon, tu mélanges peut-être un peu les choses, camarade. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas ce que je dis. Je dis juste que chaque personnage a des zones d'ombre parfois et que on peut pas passer l'éponge sur tout ou tout glorifier bêtement. C'est-à-dire, et c'est pas grave. Il y a pas de jugement moral là-dedans. Mais à un moment donné, il faut quand même oser rappeler les choses, sinon c'est un peu trop facile. Mais apparemment, j'en perds ma mère. Mais on peut débattre avec grand plaisir, hein, camarade. N'hésite pas. Hein. Enfin, si tu trouves pas ça problématique, c'est tout à fait ton droit. Hein. Je mets l'argument sur la table. Après, chacun le considère comme il veut. Hein. Balabap31 qui dit d'ailleurs comment ça se fait que tu t'es retrouvé en Suisse. J'en avais déjà reparlé, j'en reparle avec plaisir. Stage de fin d'études. Je fais l'école de commerce à Toulouse. Stage de fin d'études, obligation de faire 6 mois à l'étranger pour valider mon diplôme. Et comme je suis excellent en langue étrangère, je suis parti en Suisse francophone. Et je suis tombé amoureux du secteur. Et ça fait 6 ans que je suis par là-bas. J'ai rencontré Madame Mieux, tout ça. Donc c'est l'histoire de la vie finalement. C'est l'histoire de la vie. Magnelou qui dit personnellement, je suis peiné par la mort de Charlie Kirk. Alors ça, c'est vrai que c'est une terrible histoire. Alors, on a évidemment une pensée émue hein, pour sa famille. Il laisse des enfants derrière lui, sa femme. Enfin, c'est évidemment terrible, ce drame, hein, cet assassinat en direct. J'ai vu des choses très intéressantes, que ce soit l'assassinat de Charlie Kirk, plus récemment l'assassinat de cette réfugiée ukrainienne là aux États-Unis. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont publiées sur certains comptes avec lesquels je partage pas tout, hein, forcément. C'est, comment il s'appelle, un compte qui parle beaucoup d'actualité américaine, je sais plus comment il s'appelle, bon, qu'importe, qui met en avant les zones d'ombre de l'assassinat. Alors, je vous dis ça de manière très 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 éloignée parce que j'ai pas encore bossé le dossier. Vous connaissez la maison, j'aime bien vous parler des thématiques quand j'ai le temps de bosser. Donc là, je vais pas vous faire du commentaire gratuit sur l'affaire de Charlie Kirk. Je trouve que, comme dans toute affaire, il est intéressant d'avoir un recul, de regarder un peu les zones d'ombre, de regarder ce qui ne colle pas. Et dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. À commencer par le profil de l'assassin. On parle d'un type qui a l'air quand même assez préparé. Je ne suis pas expert en art militaire, mais quelqu'un qui arrive à faire un tel tir d'une telle précision, à se sauver d'un toit, à faire des machins, des bidules. Il y a quelque chose qui, une fois de plus, ne colle pas sur le profil du terroriste, qui serait finalement un mec qui aurait cédé devant des discours gauchistes et qui devient Rambo en 2 ans. Et j'ai entendu parler, je mets énormément de pincettes là-dessus, les amis, et j'insiste, la première chose à dire, c'est de l'empathie, évidemment, pour la famille, pour ceux qui restent, c'est toujours ça. J'aime bien considérer tous les angles de vue, vous le savez. Je trouve que c'est toujours le même raisonnement, les amis, hein. Il est bon d'être prudent et de remettre en question le narratif officiel, mais pas que lorsque ça va dans votre sens. C'est-à-dire, quand il y a une affaire qui touche les démocrates, on va dire les complotistes, je dis ça par facilité de langage évidemment, les complotistes vont être très prudents à chercher les zones d'ombre, ce qui cloche dans le discours. Là, sur l'affaire Charlie Kirk, personne ne se pose de questions, il faut prendre la version officielle et on y va plein badin. Et il y a effectivement des choses qui semblent être assez curieuses. J'ai entendu parler par exemple de dispositifs avec du faux sang, des choses comme ça. Alors je vais être très 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 prudent. Très 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 prudent. Je vous dis, je préfère travailler le dossier avant. Si vous avez des sources, hein, je regarderai avec plaisir. Et c'est vrai que c'est encore une drôle d'affaire. Balabab31 qui dit j'ai écouté Radio-Québec sur Kirk ce matin, c'était assez complet sur les différents angles de vue, c'était très bien son analyse, je trouve. Je vais écouter ça avec plaisir. Ah oui, parce que je veux pas d'opposition moi avec Alexis Cossette, hein. On a expliqué que je regardais pas, que j'aimais pas et tout. Non, je regarde de temps en temps avec plaisir, je regarderai ça avec joie, savoir ce qu'il en dit, voilà, parce que je tête l'information à toutes les mamelles finalement. C'est ça qui est important. Donc en tout cas, voilà, je pense qu'on peut dire en premier lieu, c'est d'abord d'avoir une pensée émue. Après, c'est vrai c'est un drôle de personnage, de ce que j'ai pu entendre, qui a eu des positions très curieuses, notamment sur le contexte au Moyen-Orient et tout ça. Donc je regarderai tout ça avant de vous dire quoi que ce soit, les amis, parce que les commentaires à 24 heures des événements, je suis pas comme un fou, quoi.
Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, les copains, sur ça. C'est-à-dire pas grand-chose en vérité. Monsieur Dagon qui dit il faut faire preuve de curiosité, mais jusqu'à une certaine limite. Effectivement, Magnolou qui dit il faut s'intéresser à Charlie Kirk, vraiment, il était un homme très original et à mon avis dérangeant. Rémi, intéresse-toi à Charlie. Je vais bosser avec plaisir, mais voilà, comme je vous ai dit les amis, je préfère d'abord travailler plutôt que parler gratuitement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, puis dans la foulée, forcément, c'est toujours pareil. On a entendu Eric Tegner qui nous a expliqué que finalement, lui aussi, il était menacé. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois, les amis. Hein, la mise en avant de la menace pour mieux se victimiser et pour mieux mettre en avant l'importance d'un discours. Ça va être du grand classique. Hein. Sandrine Rousseau a fait pareil d'ailleurs. Sandrine Rousseau a fait ça ce matin. Je vais vous montrer la séquence. On est dans une technique de communication. Je ne juge pas de l'aspect formel, de l'aspect correct de tout ça, mais vous allez voir que ça va se multiplier. Hein. Tout le monde va se prendre pour celui qui a le discours le plus dissident, qui est menacé, qui est machin, qui est bidule. Alors déjà, on notera la photo d'annonce de Sandrine Rousseau sur Sud Radio. Il y a un côté coincé. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui vient de goûter le tofu au barbecue pour la première fois et qui se dit qu'est-ce que c'est que cette merde. On est vraiment là-dessus. Attends, je vous montre la séquence. J'ai vu passer ça sur Sud Radio. Attends, on va aller sur leur chaîne, c'est encore le plus simple. On va remonter tout ça, je vais vous trouver. Est-ce que Sandrine Rousseau aussi nous a expliqué ça? Pim. Ah bah tiens, il y avait Éric Zemmour chez André Berkoff ce matin. Attends, qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que je vais le retrouver ou pas? Oui, normalement oui. Voilà. Sandrine Rousseau nous dit oui, je crains pour ma vie. On peut regarde. débattre encore aujourd'hui. On a vu ce qui est arrivé à Charlie Kirk sans risquer sa vie. Vous êtes vous-même. Oui. Pardon, Sandrine C'est à Rousseau. moi que vous dites ça, oui. Mais oui, non, mais je vous pose la question. Vous êtes régulièrement menacé. Vous craignez pour votre vie? Parfois, oui. Parfois, oui. Pas tout le temps. Mais parfois, ça m'arrive, oui. Que dans les moments de grande tension, ça m'arrive, oui. Vous êtes protégé? Non, d'aucune manière. Mais maintenant, moi, je voudrais... En même temps, elle veut pas être protégée vu que ce sont des gens qui veulent désarmer les policiers. Donc il faut moins de policiers, donc il faut moins de protection. Mais tout ça pour dire, sur le registre, les amis, on va pas refaire encore un quart d'heure là-dessus, on en a déjà parlé. Parce que c'est quand même intéressant, il y a maintenant plein de politiciens qui se disent je suis menacé, je suis machin, je suis bidule, mais curieusement, ce sont des gens comme Robert Fico par exemple, enfin, on dit Fizzo apparemment, qui prennent des coups de couteau, des gens qui sont vraiment opposés au système. Là on en parle peut-être un petit peu moins, mais bon bref. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que voilà, tu vois, Eric Tegner a montré ses faiblesses et tout, il a dit qu'il était menacé par quelqu'un qui serait fiché et tout ça et tout ça. Alors je mets pas ça en doute, hein, évidemment, je mets pas ça en doute. Peut-être que c'est vrai, ça sort après l'affaire Charlie Kirk, bon, c'est une chose. Et Christine Kelly a dit bravo mon héros, exemple de courage. À Christine Kelly, ça y est, je commence à en avoir plein le cul, je vais pas vous mentir. Eric Tegner est venu chialer un peu sur une histoire. Là, ça y est, Christine Kelly, elle a dit mon héros, quelle humilité d'avouer ses faiblesses. Voilà. On parle de quelqu'un qui est poursuivi pour harcèlement sexuel. Donc, avouer ses faiblesses après avoir tenté de profiter de celles des autres, c'est sublime. C'est sublime. Donc, non. Là, l'axe bolloréen, européen, CNews frontière, c'est du miel. Hein. À mon avis, on n'est pas sorti du sable. Mais on en a déjà reparlé pas mal. On en a déjà parlé pas mal. On en reparlera un de ces quatre. On n'est pas à l'abri de certaines pépites de ce côté-là, les amis. Je continue, dites-moi un peu dans le chat, les copains, voilà, ce que vous avez d'autre, un petit peu ce qu'il y a eu ce week-end. Si vous avez des questions, des choses comme ça, on papote, je vous l'ai dit, je suis un peu rincé là, je reviens tout juste hier avec la route et tout, là. On papote. C'est un juste bistrot détendu entre copains. Milieu qui dit Rémi, j'ai une petite question, tu fais souvent le tour du ridicule du discours des politiques. Penses-tu que le discours de Florent Philippot ne mériterait pas une de tes fameuses analyses que nous apprécions tous? Merci beaucoup déjà. Et oui, complètement d'accord avec toi. Je vous l'ai dit, je trouve que autant politiquement je suis d'accord avec la ligne souverainiste, donc Philippot, Asselineau, machin, au-delà du débat, après chacun choisit sa crèmerie, autant, et je suis assez à l'aise avec ça, je vous l'ai dit maintenant, l'indépendance, ça passe aussi par l'indépendance d'esprit, donc j'ai aucun problème à apporter des critiques au travail que peuvent faire certains
certains de mes collègues des médias alternatifs, on va dire. C'est ça aussi l'indépendance d'esprit. Et tout comme je suis très preneur de critiques sur le travail de Juste Milieu, il n'y a évidemment aucun problème. On peut débattre, on peut être en désaccord, on peut se critiquer les uns les autres sans se détester. Et la critique est fondatrice. Je pars de ce principe-là. Et je crois que Florian Philippot use et abuse peut-être un petit peu d'une forme d'instrumentalisation de la peur. Il suffit de voir les titres des vidéos, c'est toujours l'info qui fait tout tomber, le système, la révélation, le machin bidule. On est d'accord qu'on est tous sur YouTube et on veut tous faire des vues, donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai eu fait ça, je le fais et je le ferai sans aucun doute, mais je trouve qu'à un moment donné, quand c'est aussi répétitif et aussi peut-être cliché à un moment donné, pour récolter des adhésions au parti, je comprends, c'est le nerf de la guerre, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas reprocher aux médias mainstream d'instrumentaliser la peur pour faire de l'audience et in fine faire la même chose. Ou alors, il faut l'assumer. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Alors, il n'y a pas que ça, attention, il y a aussi des messages d'espoir, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, je trouve que par moment, le discours est peut-être un petit peu excessif. Enfin, tu vois, la preuve par 1000, comme on dit. Tu regardes les miniatures des vidéos... explosif, le pouvoir panique, explosion de l'euro, orwellien, la corde de la honte, cet homme balance du lourd. On est tous là-dessus. Et moi aussi, juste milieu, je peux me foutre de ma gueule aussi. Je vous montre la chaîne, c'est pareil. T'as des trucs. Bon, après, t'as des blagues. Moi, il y a trou du cul sous le bras. C'est un sketch au Québec, donc ça va. De temps en temps, voilà. Mais tu vois, sombre histoire. La belle aventure, quand je suis allé au Québec, t'as vu, j'ai un bonnet. Liaison dangereuse, Epstein Lang, tu vois. Des fois, fin de la mafia. Moi aussi, j'y suis là-dedans, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je pense qu'il faut au moins en être conscient et éviter peut-être d'aller trop dans cette instrumentalisation, surtout quand c'est à chaque fois pour dire adhérer. Bon, je comprends, c'est le nerf de la guerre. Peut-être qu'on peut être un petit peu plus doux parfois dans les méthodes, mais comme dit, c'est mon avis. Il n'y a aucune critique là-dedans, j'ai aucun problème. J'aime beaucoup Florian Philippot, qui est quelqu'un de très sympathique, très intelligent, et ça ne m'empêche pas d'avoir ce retour-là. À l'image de la discussion que j'ai eue avec Idriss Aberkan, c'est exactement pareil. Brain Legacy qui dit comme pour GPTV, qui fait des vidéos avec des titres qui annoncent la fin du monde à chaque vidéo. Non mais voilà, je distribue pas les bonnes leçons de morale, les amis, il n'y a pas de souci. Sur Juste Milieu, on fait pareil. On va continuer à le faire. Mais j'essaie de le faire un peu en conscience et de ménager le truc, tu vois. Pas quand il y a des sketchs, des vidéos un peu plus légères. Je vous ai fait un top 5 de mes comédies françaises. Je trouve qu'on avancera si on a tous un peu de raison d'avancer, si on a tous un petit peu de bonheur à poursuivre, des choses positives à poursuivre. Parce que sinon, à mon avis... on va renverser un système avec des gens déprimés, donc ça sert à quoi? Faudra qu'à un moment donné on joue du banjo et qu'on fasse des blagues, donc autant ménager un peu notre monture et amener du positif aux gens aussi, amener aussi du positif. C'est plutôt ça, voilà, que je veux mettre en avant, les amis. Jojo Latico sauteur, Rémi, il est putaclic en même temps, tu l'as bien dit, il faut vous démarquer les uns des autres, absolument. Mais c'est pour ça, je vous dis, ce que j'ai envie de faire avec Juste Milieu, c'est de rester évidemment dans ces codes putaclic par moment, et je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il y a d'autres moments où je veux amener du positif, amener de la blague, amener du rire, d'où le spectacle. Et je pense que si on veut renverser le système, ça passe par là. Ça passe par des gens qui ont des raisons de se battre, et des raisons positives en l'occurrence. Ça me semble important, mais voilà, c'est un débat. Bayard 92, Rémi, que penses-tu d'une future candidature de De Villiers à la présidentielle de 2027 ? J'en ai parlé dans la farce tranquille de la semaine dernière, les copains, si je dis pas de conneries, en vous disant que je trouve qu'il a une position très courageuse, en parlant du Frexit, je trouve ça très chouette. Je trouve ça vraiment courageux de sa part, je trouve ça très intéressant parce que enfin le Frexit revient, on va dire, à la surface des médias. Est-ce que Europe 1, CNews vont continuer à l'inviter derrière? On verra. J'ai salué sa position et je le refais avec grand plaisir, mais déjà dans la farce tranquille de la semaine dernière, ce que je vous disais, les amis, c'est que je suis très curieux de voir où va se situer le personnage de Villiers. On parlait à un moment donné d'un rapprochement avec Reconquête, donc avec l'équipe Sarah Knafo-Zemmour, parce qu'ils sont deux, hein, en fait. Est-ce que c'est un nouveau sketch de Shirley et Dino? On ne sait pas. Ils sont deux. À un moment donné, De Villiers devait peut-être se rapprocher d'eux. Ça bruissait, on va dire, ça bruissait. Maintenant qu'il a une posture plus rude concernant le Frexit, posture que non pas Knafo et Zemmour, est-ce que ce rapprochement va se poursuivre? Est-ce que Reconquête va l'intégrer pour proposer au sein du même parti
des lignes différentes sur une même question, et auquel cas je trouverais ça très intelligent de leur part, et j'aurais aucun problème à le reconnaître, bien sûr. Il faut se rappeler que à l'époque, les amis, quand on prenait des partis comme l'UMP, il n'était pas rare d'entendre dans les médias parler d'aile gauche de l'UMP, d'aile droite, d'aile sociale. Dans un même parti, on avait des lignes véritablement différentes, et c'est ce qui faisait la force des partis politiques. Aujourd'hui, ça n'existe plus, il faut que tout le monde soit sous le même drapeau. D'ailleurs, vous avez vu cette histoire du côté de Renaissance, donc de la Macronie. Vous avez Violette Spibou, qui est députée du nord de la France, qui a été la porte-flingue de Darmanin pendant des années, et qui l'est toujours d'ailleurs, donc qui est une très proche de Darmanin. Elle a osé ne pas voter la confiance à Bayrou, elle est convoquée devant l'autorité du parti là, dans les jours à venir. Hein. Donc pour vous dire à quel point maintenant les partis politiques sont devenus des clubs de bridge où si tu perds la partie, tu te fais fister, donc c'est un peu délicat. Donc je suis très intéressé en fait de voir l'évolution du personnage de Villiers. Quant à savoir s'il va aller à 2027, je sais pas. J'aimerais bien, parce que si ça met en avant la posture Frexit, pourquoi pas. Maintenant, on va repartir pour un tour de guerre de clochers entre les Philippot, les Asselineau, les machins, les bidules. Je change pas de mon piédestal là-dessus. Enfin, de mon piédestal, qu'est-ce que je raconte, de mon point de vue là-dessus, et qui est sujet à débat, hein, avec grand plaisir. Hein. Je reste persuadé que l'union des frexiteurs, l'union des souverainistes, c'est la seule chose qui aura du poids. Même un De Villiers, s'il n'intègre pas la capsule Reconquête pour avoir peut-être un peu d'écho, tout seul, il fera pas grand-chose non plus. Donc, moi, je veux bien, si on nous met un souverainiste pour la forme et que derrière les médias pourront se targuer de dire « Vous avez vu comme notre démocratie est belle parce qu'on vous a mis un souverainiste », si c'est pour faire 0,5%, je vois pas l'intérêt. Donc, je reste là-dessus. C'est très frustrant, en fait, très frustrant de voir que les leaders souverainistes ne s'entendent pas pour des motifs qui sont légitimes à chaque fois. J'ai aucun problème à le dire. Mais en attendant, le souverainisme ne fait même pas 0,5%. En attendant, ils n'ont pas les 500 signatures. Donc, je suis en vérité frustré. Que ce soit De Villiers, Philippot, Asselineau ou ma grand-mère, j'aimerais juste que ces idées percent dans le débat. Après, on verra. Sam 6 qui dit « Parlons du futur président Teddy Riner ». Ah bah oui, non mais ça fait partie, pour ceux qui commencent à découvrir le livre, hein, ils le savent, j'ai tout un chapitre, les amis, dans mon guide de survie à la politique française. Il y a toute une partie sur ces candidats du pourquoi pas, que le système va nous fabriquer, va nous multiplier. J'ai essayé d'analyser tout ça, je vous donne quelques noms là-dedans, à scruter quelques personnages. C'est dans le livre, un nouveau livre Juste Milieu, si ça vous intéresse, vous pouvez taper nouveau livre Juste Milieu sur Google. Setzer qui dit « Je suis d'accord, si seulement ils s'unissaient, Branco me semble une bonne alternative au cas où ». Ouais, plutôt intéressant pour l'instant la démarche de Juan Branco qui se construit un peu en sous-marin, avec une volonté de créer comme ça, avec ces fameuses... c'est quoi, c'est les abeilles, là, les abeilles. Des groupes, en fait, des groupes locaux où il réunit autour de lui des gens du peuple. Il commence à réunir des cerveaux pour fabriquer un éventuel programme, d'ailleurs, qui est plutôt en place, d'ailleurs, qui est dans son dernier livre, si je dis pas de conneries. Donc je trouve que Juan Branco a une démarche assez intéressante en sous-marin. Pour l'instant, il n'y a pas trop de bruit, ça se met en place gentiment. Affaire à suivre, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Est-ce qu'un Branco peut réunir les 500 signatures ? Parce qu'il a quand même une image d'un Robin des Bois anti-système assez marquée. En fait, il y a une très belle organisation, je trouve, locale. Maintenant, est-ce qu'un Juan Branco peut avoir les 500 signatures ? Bien malin, celui qui peut nous le lire. Hein. Vivi Lulu 68 qui dit le prochain, on sait que c'est le fils Sarko. Tiens, on va en parler dans quelques minutes de Louis Sarkozy, les amis. Le petit go, le problème pour le souverainisme est que le RN et Reconquête sont vus comme des partis frexiteurs par leur électorat. Tu penses ? Je suis pas certain en vrai. Je trouve que le RN, c'est plus des balles dans le pied qui se mettent, c'est des chargeurs. Hein, je veux dire, ces dernières semaines, c'est le cirque. De toute façon, le RN est devenu un parti de prostituées depuis l'affaire Richard Ferrand. Pour moi, hein, dans mon esprit, depuis la volonté des députés et sénateurs RN de ne pas voter contre la nomination de Ferrand, ils se sont abstenus, pour rappel, c'est un parti de prostituées. Je veux dire, la prochaine étape du RN, c'est une camionnette blanche en bordure du bois de Boulogne, et puis t'es à 20 € la passe, quoi. Parce que ils continuent à faire croire qu'ils défendent la chasteté en se prostituant pour si peu cher, parce que ils se sont abstenus dans le cas de Richard Ferrand, et derrière, tu as eu les poursuites, il y a le procès en appel, ils vont être condamnés. Donc en plus, le remerciement du système, c'est de les humilier encore un peu plus.
Donc, autant les cadres du RN, je leur pisse au cul allègrement. Autant c'est une fois de plus la même chose. J'ai beaucoup d'empathie en fait pour les électeurs du RN. C'est surtout à ces gens-là que je pense, qui eux croient en quelque chose, croient en la possibilité de changer le système, ils croient en des valeurs, ils croient en un programme. C'est pour ça qu'ils votent. Et que les cadres du parti prostituent leurs idées pour vraiment une poignée de cacahuètes, c'est un crachat à la gueule des électeurs. C'est surtout ça qui me peine le plus dans la politique, les amis. Qu'il y ait des lâches et des gens avec peu d'éthique, des gens de peu de foi, comme on dit, à la tête des partis, ça, c'est pas une découverte. Mais il y a des millions d'électeurs qui se font trahir à chaque fois. Des millions. Et ça, c'est ce qui m'embête le plus dans la politique, en vérité. Donc non, le RN, je pense pas qu'ils aient une image de Frexiter, très honnêtement. Même auprès de leur électorat, je crois pas. Marine Le Pen a fait un retournement de veste incroyable sur la question. Comme Mélenchon, d'ailleurs, sur à peu près le même laps de temps. Donc, ouais, non, je suis pas certain de ça. Et Reconquête à voir. Reconquête à voir. Ils en parlent un petit peu, mais ils veulent changer l'Union européenne de l'intérieur. Comme je vous dis à chaque fois, les amis, on n'a jamais connu aucun chirurgien esthétique dont le projet était de vous refaire la rate. On ne refait pas l'Union européenne de l'intérieur. C'est la supercherie qui est déclamée depuis 30 ans et on voit ce que ça donne. Donc, Isatis40 qui dit « J'espère que Branco pourra se présenter. Il connaît bien le système de l'intérieur et il a choisi de s'en extraire. Donc courageux le mec. » J'aime aussi la démarche, hein. J'aime plutôt la démarche, je trouve ça plutôt intéressant. Il est peut-être un peu en boucle sur son duel avec Attal et certaines personnalités du système. À un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. Mais bon, oui, pour l'instant, la démarche est intéressante. Ravnos32, pourtant, en discutant avec des pro-RN, ils en sont persuadés. C'est intéressant. Si tu as des échos du terrain, effectivement, je trouve ça intéressant. J'ignorais effectivement que le message puisse circuler comme ça dans les esprits des électeurs RN. Et Cuire le cul qui dit ce qui est dommage, c'est qu'on nous offre pas l'opportunité de changer de système parce que ça ne s'offre pas une opportunité, camarades, ça se saisit. Donc non, je pense que personne va nous offrir l'opportunité, ça c'est clair et net. Personne. Il va falloir aller se l'appeler, comme on dit, il va falloir aller la chercher. Donc non, je pense qu'il y a aucun parti de premier plan qui va vous offrir l'opportunité de changer ce système. Je crois pas. Je suis vraiment pas certain. Je suis vraiment pas certain. Stratus 13 qui dit surtout on ne refait pas l'euro de l'intérieur sans commencer par virer la Leyen, effectivement. Von der Leyen. Après von der Leyen, une fois de plus, c'est pas une question de personne, les amis. Il y aura quelqu'un d'autre derrière elle. Et à mon avis, on va se régaler encore. Donc non, mais je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut être conscient que l'opportunité, il va falloir aller se la chercher. Et c'est pas un parti en particulier qui passe dans tous les médias mainstream et qui va mettre ça en avant. Ça m'étonnerait. Phil Real 89 qui dit ce que nous avons à gagner, c'est ce qu'ils ont à perdre. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien formulé. Ça, c'est très beau. Bonjour à tous les amis, également sur TikTok. Hein, vous êtes nombreux, les copains. Allez-y. Vous pouvez envoyer les cœurs, les fleurs. Régalez-vous. Faites péter les compteurs de partout. Les amis, sur tous les réseaux, on va attaquer le petit programme que je voulais vous proposer, les amis. J'ai quelques petites séquences sympatoches. Et une première séquence, tant qu'on est dans le jeu politique, on continue. On a parlé droite, extrême droite, là. On va parler gauche, extrême gauche, avec Nathalie Arthaud. Voilà. Tu vois, j'ai dit Nathalie Arthaud, tu t'en vas. Ouais, t'es sûr. Mais c'est pour ça qu'elle a 14 électeurs à chaque élection. C'est à cause de gens comme toi, sinon elle gagnerait. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Petit-déj demain. Ah ouais. Ah, c'est gagné. Allez. Allez, bonne nuit surtout. Ciao. Nathalie Arthaud, les amis, c'est une petite séquence que je voulais vous montrer qui fait plaisir. Nathalie Arthaud. Alors, on pensera à ce qu'on veut du personnage, on l'apprécie, on l'apprécie pas. Là n'est peut-être pas le sujet, mais elle nous a offert une magnifique séquence dans l'émission Le QG présentée par Aude Lancelin. Elle est face à Daniel Obono, et quand on a un vrai discours de gauche qui s'oppose à un discours La France Insoumise, ça donne ça. Pour dire je vais gérer la société dans le cadre de ce système capitaliste, eh bien en réalité vous vous préparez à vous transformer, que vous le vouliez ou non, en pantin de tous ces gens-là. Voilà. On ne pas gérer, justement. Voilà. On n'est pas là pour gérer, on est là pour rompre. Non, alors c'est pas la même. Alors rompre. Il y en a qui veulent gérer. Alors, nous, on n'est pas ni gérer ni faire l'alternance, parce qu'il y en a aussi qui se présentent comme l'alternance après la droite. L'extrême droite Marine Le Pen parlait de l'alternance. Nous, on veut rompre. Vous voulez rompre avec Macron. On peut rompre avec la politique de Macron. Toute votre politique, c'est de parler de Macron. C'est Macron. Alors d'ailleurs vous aussi. Macron, c'est le super paratonnerre.
le paratonnerre, c'est-à-dire que la colère sociale, elle va tomber sur le paratonnerre, hein, Macron. Et puis les fusibles, qu'il use, il en use un grand nombre. Mais au final, ça sera lui hein, qui sautera. Et puis, comme ça, en effet, eh bien, le patronat, il sent même pas le vent du boulet. Hein, parce que le vent du boulet, de toute façon, le boulet ne le vise pas. Jamais. Et ça, c'est votre politique aussi. Parce que votre politique, c'est encore une fois, c'est de faire passer les pantins pour ceux qui tirent les ficelles. Hein, voilà, il faut s'affronter avec la politique de Macron, etc. Mais s'affronter avec le grand patronat, s'affronter avec Dassault, s'affronter avec Total Énergie, avec Arnaud, avec toute cette grande bourgeoisie. Alors, et comment on fait pour s'affronter à eux c'est tout ça que voilà, c'est un terrain sur lequel vous voulez pas aller. Et vous voulez pas aller parce que précisément vous ne voulez pas vous affronter avec eux. Écoutez, nous on est, y compris quand on voit la main de Jean-Luc Mélenchon dans tout ce qui se fait ou se défait dans ce pays, alors que je rappelle qu'on était un groupe d'opposition à 17, on nous disait déjà que Jean-Luc Mélenchon était à l'origine de tous les maux. Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la diabolisation, qui n'est pas en fait une diabolisation? On est dans un processus de fascisation, moi je pense, dans ce pays et ailleurs, qui amène à ça. Parce que, précisément, nous sommes celles et ceux qui disent que oui, il faut rompre avec ces politiques. Et pour rompre, il faut un rapport de force, il faut s'approcher. Ça ne veut pas dire rompre avec la bourgeoisie, ça ne veut pas dire rompre avec la classe capitaliste. Je pense que quand... Voilà les amis, sur cette séquence, je voulais vous la montrer parce qu'il y a quelque chose de très symbolique. Alors, au-delà du fait que Daniel Obono soit une pompe à vélo, je suis pas certain que la France Insoumise ait envoyé la meilleure représentante, mais bon, c'est pas tant le sujet. Je pense qu'une Clémence Guettet, par exemple, était peut-être plus solide, et même un Manuel Bompard. On dira ce qu'on veut, mais Manuel Bompard, je trouve que c'est peut-être l'un des plus costauds dans les têtes médiatiques de la France Insoumise. Je trouve que c'est l'un des plus costauds. Mais j'aime beaucoup cette séquence parce que elle est révélatrice d'une évolution entre on va dire l'extrême gauche pour respecter l'échiquier politique tel qu'il est présenté aujourd'hui, mais on en a déjà parlé, ça veut rien dire. Pour rappel, les communistes des années 70 avec Georges Marchais étaient beaucoup plus rudes sur l'immigration que le RN d'aujourd'hui. Donc cette histoire d'échiquier politique, en vérité, c'est un peu bidon, mais c'est pas grave. Gardons ça. On a vraiment quelque chose de symbolique entre l'extrême gauche d'hier et celle d'aujourd'hui. Je dis hier, alors que malheureusement, j'aimerais que ce soit celle d'aujourd'hui. Mais vous avez une Nathalie Arthaud, avec tout ce qu'on peut reprocher, sur le programme de lutte ouvrière aujourd'hui, sur les questions d'immigration et tout ça. Je ne suis pas en train de vous faire la promotion de Nathalie Arthaud. Hein. Je trouve que dans cette séquence, elle a une position intéressante. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous l'aimez pas, c'est pas tant le sujet. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire quoi voter. Je trouve juste qu'il y a... cette séquence démontre le glissement qui a eu lieu entre une extrême gauche, en fait, qui est devenue une extrême gauche de réseaux sociaux. C'est-à-dire, on prétend lutter contre le capitalisme avec des vidéos sur TikTok, filmées avec un iPhone. Rappelez-vous la séquence d'Antoine Léaumont qui dit « On va faire tomber le capitalisme » et il danse comme un connard en buvant un Capri-Sun, là, je sais pas quoi, là, les jus de fruits à la con. Là. Donc, vous avez la France Insoumise qui incarne en fait cette extrême gauche de la gueulante, plus que des réseaux sociaux d'ailleurs. Enfin, la France Insoumise aujourd'hui, c'est l'extrême gauche de la gueulante sur les réseaux sociaux. On gueule, on fait du bruit, on fait des flash mobs, on va bloquer les lycées, on fait les cagoles sur les réseaux sociaux. Mais factuellement, le grand capital, pour parler en termes marxistes, ne tremble pas. La bourgeoisie ne tremble pas. Le prolétariat n'est défendu que par des clowns qui sont là pour faire des vues sur TikTok. Ça, c'est l'extrême gauche d'aujourd'hui. Et l'extrême gauche représentée par Nathalie Arthaud, celle d'hier et j'espère peut-être de demain, cette extrême gauche-là, n'oublie pas que l'ennemi reste le capitalisme. Mais pour de vrai. Pas comme les cagoles de Louis Boyard, Antoine Léaumont et consorts. Pour de vrai. C'est-à-dire, regardons l'état de la société, jugeons des problèmes que vous mettez en avant à travers un prisme marxiste. Vous prenez, par exemple, je sais pas, sur ce que dit Nathalie Arthaud, par exemple, de voir la main du grand capital, la main des patrons, derrière ce qui se passe dans la politique française. Prétendre que tout est la faute de Macron, c'est une erreur. Et j'aime bien la formule de Nathalie Arthaud là-dessus, qui est de dire « Vous prenez les pantins pour ceux qui tirent les ficelles ». On ne peut pas plus juste. En fait, on ne peut pas plus juste. Et donc, il faut comprendre aussi que, en évitant de regarder les véritables
responsable en créant des écrans de fumée. Ce que fait l'extrême gauche contemporaine à la sauce, la France insoumise, c'est de non seulement permettre à ce système de se perpétuer, tout en se maintenant sur la pérennisation des oppositions. J'entends par là, vous prenez la question de l'immigration. La France insoumise, s'ils n'engrainent pas le problème, s'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu, il n'existe plus. D'ailleurs, vous noterez le virage pro-palestinien de la France insoumise. Il suffit de regarder que ça. Depuis les européennes de 2022 et le personnage de Rima Hassan qui est arrivé en premier lieu, la ligne pro-palestinienne de la France insoumise, on sera peut-être tous d'accord là-dessus pour dire que c'était pas la plus dominante. Avant ça, c'était le discours porté par une Danielle Obono notamment, le discours antiraciste. Il fallait se battre pour des pansements de différentes couleurs de peau, des trucs comme ça, tu vois. Et puis maintenant, c'est la ligne pro-palestinienne. Il faut vivre sur les oppositions, il faut vivre sur les clivages. C'est la ligne de la France insoumise. Mais si on prend la question de l'immigration, par exemple, sur laquelle la France insoumise fait du beurre, comme le RN, mais pour des raisons différentes, évidemment. Faire du beurre, hein, c'est une expression, je m'entends. Si la France insoumise nous expliquait, en bon parti d'extrême gauche qu'ils sont, nous expliquait que l'immigration est encouragé par le patronat pour tirer les salaires à la baisse. C'est pas plus compliqué que ça. Marx et Engels le disaient dans le traité du Parti communiste qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Ils expliquaient qu'il fallait privilégier l'intérêt de l'ouvrier national contre l'intérêt de l'ouvrier étranger. Mais c'était pas du rejet de l'étranger. Pour bien comprendre ce qui était dit dans ce traité du Parti communiste, ce qui était dit là-dedans, c'était de faire comprendre aux gens que il fallait défendre l'intérêt national de l'ouvrier, il fallait défendre l'intérêt de l'ouvrier national, en évitant que le patronat importe des main-d'œuvre étrangères qui allaient finir par tirer les salaires à la baisse. Et ce que disent les marxistes par là, c'est de dire défendons les ouvriers, mais chacun chez eux. Parce que l'ouvrier national, qu'on va mettre en concurrence avec un ouvrier étranger, lui, il va perdre, parce que son salaire va être tiré à la baisse. L'ouvrier étranger, qui pour la plupart a peut-être pas des conditions de vie folichonnes chez lui, mais on va le faire venir dans un pays qui n'est pas le sien, avec une autre culture, avec une autre langue, avec d'autres habitudes, où il aura un salaire peut-être un peu supérieur à ce qu'il avait avant, mais avec des conditions de vie qui ne sont pas forcément meilleures. Regardez Porte de la Chapelle aujourd'hui. Cette immigration massive qu'on fait venir notamment d'Afrique noire, elle a d'abord pour but d'aller assurer dans les cuisines des restos à Paris, dans les Uber Eats et compagnie. Donc, tout ce beau discours droit de l'homiste, quand vous voyez les gens vivent comme des chiens dans des campements qui ne sont même pas des campements de fortune, c'est lamentable. On fait des grands sentiments avec des gens qu'on reçoit comme de la merde. Tout ça pour permettre de tirer les salaires à la baisse. Donc c'est là où je rejoins le discours de Nathalie Arthaud, mais avec grand plaisir. C'est que le patronat a besoin de ça, a besoin de cette main-d'œuvre immigrée massive, avant tout pour tirer les salaires à la baisse. Regardez, hasard du destin d'ailleurs, aujourd'hui le patron du syndicat des restaurateurs en France, c'est Thierry Marx, chef cuisinier bien connu, qui milite pour la régularisation des sans-papiers dans les restaurants. À votre avis, ça vient d'où ? Votre sans-papier qui vient du Tchad, vous le mettez en concurrence avec un mec qui fait la plonge dans un restaurant à Paris, par exemple. Vous croyez que le mec du Tchad, il est sélectionné parce que c'est sympa d'avoir des mecs du Tchad qui font la plonge? Ou vous pensez qu'il est pris parce qu'il coûte moins cher? Et donc, le mec qui fait la plonge, qui est de Corbeil-Essonnes, qui est français, eh ben, il va pas être sélectionné parce qu'il coûte plus cher. Et le hasard du destin, le mec s'appelle Thierry Marx. Je vous jure que c'est pas une vanne en plus. Hein. Donc, l'arnaque de l'immigration, elle vient de là. Selon moi, les amis, c'est que mon avis. Et donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, les partis d'extrême droite en France sont beaucoup moins durs que les communistes d'hier. Parce que vous prenez le Rassemblement national ou Reconquête, quand ils vous parlent d'immigration, ils mettent en avant le rôle de l'Union européenne. Ils critiquent l'Union européenne, ils critiquent les frontières poreuses de l'Union européenne, mais est-ce que le RN et Reconquête critiquent le rôle du patriarcat? Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Le rôle du patronat, excusez-moi. Le rôle du patronat. Bizarrement, l'extrême droite ne critique pas ça. Parce que cette extrême droite soumise au patron, il suffit de voir les dernières positions de Jordan Bardella, c'est assez sidérant. Hein. Bardella, c'est, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Gabriel Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit. Ce qui est très marrant, c'est que RN comme Reconquête, alors là, match nul, hein, RN comme Reconquête, ne critique jamais le rôle du patronat.
C'est bien de dire « Ah, l'Union européenne, elle ouvre les frontières, ça c'est nul. » Mais ok, très bien. Demain, le RN ou Reconquête arrive au pouvoir. Ok, pas de problème. Ils arrivent au pouvoir. Ah, ben nous, on va durcir les frontières. On va fermer les frontières. Ok. Vous croyez pas que vous allez avoir le patronat de l'Union européenne qui va débouler en disant attendez, vous faites quoi, notre main-d'œuvre, là? Notre main-d'œuvre à pas cher, là. Vous faites quoi? Vous les laissez plus rentrer? Ah, ouais, bon, alors c'est vrai, on va peut-être régulariser dans les métiers en tension. Vous allez voir ces discours qui vont s'installer. Donc, ce que je vous dis par là, les amis, c'est assez paradoxal. Et entendons-nous bien. Ce que je vous dis là, c'est un discours d'extrême gauche. Il faut être extrêmement rude avec l'immigration et défendre les travailleurs où ils sont. Et pas les faire venir puis les défendre. Donc, je suis pour une immigration extrêmement maîtrisée, mais en défendant les intérêts des travailleurs où ils se trouvent. Donc, il faut bien comprendre que ce que je vous dis là, les amis, c'est un discours communiste des années 70. Et que le RN et Reconquête sont des pompes à vélo à côté de ça. Et donc, Nathalie Arthaud, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle remet ce discours-là au goût du jour. Prenez quelqu'un comme Georges Marchais. Je peux peut-être vous trouver un extrait d'ailleurs. Georges Marchais qui parlait de l'immigration, donc l'ancien patron du Parti communiste. Alors, Georges Marchais à côté de Fabien Roussel, c'est Mike Tyson à côté de Stephen Hawking. Hein, je ne vais pas vous mentir. Il lui met une danse de partout. Mais regardez, voilà, tiens, j'ai trouvé cet extrait. Regardez ce discours de Georges Marchais, les amis, le 21 février 1981. C'est un leader communiste qui s'exprime au sujet de l'immigration. Écoutez un petit peu ce qu'il dit. On est en 1981, les amis. De la drogue. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Nous menons la lutte contre la drogue. Ce serait parce que nous ne voulons pas combattre l'alcoolisme apprécié et répandu dans notre clientèle. Pour la jeunesse, je choisis, moi. Oui, je choisis l'étude, le sport, la lutte et non la drogue. Alors, comme l'autre jour, un dirigeant socialiste, ils crient tous en chœur « pétainisme ». Quelle honte! Quelle honte! Quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs. Bornés, incultes, racistes, alcooliques, brutaux, voilà, d'après nos détracteurs, qui vont de la droite au Parti socialiste, comment seraient les ouvriers et les ouvrières? De telles attaques ne déshonorent que leurs auteurs, et ils ne méritent que le mépris. Tu vois, ce genre de discours qui provient du camp communiste dans les années 80. Je ne sais pas si on se rend compte, de tout ça. Y a d'autres extraits. Voilà, c'est encore un autre extrait. C'est à celui-là dont je pensais, pardon. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Le Parti communiste d'Ille-et-Vilaine vient de s'opposer à la construction d'un centre culturel islamique à Rennes. On voit ici la maquette. La municipalité de Rennes veut en faire un point de rencontre pour les 3000 membres de la communauté musulmane de la ville. Rennes a une municipalité d'union de la gauche. Les conseillers communistes ont voté le projet, mais c'est le Parti communiste au niveau départemental qui s'oppose maintenant à la construction. Constatons que ce n'est pas un centre culturel réellement qu'on construit, mais en fait une mosquée et une école coranique. Et dans ce sens-là, monsieur le maire de Rennes, Hervé, dirigeant socialiste, a pipé les dés. Parce qu'en aucune façon... Vous vous rappelez ça? Les amis, ce que je viens de vous montrer, c'est un extrait du journal télévisé qui parle d'une décision de communistes.
qui s'oppose à l'arrivée d'une mosquée, qui s'oppose à l'immigration. Vous vous rendez compte à quel point tout ça a tourné? Je vous parlais tout à l'heure de l'échiquier politique qui a énormément changé. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Alors, rassurez-vous, je ne fais pas mon coming out communiste, et encore que, parce que c'est toujours l'éternelle question pour vous dire à quel point le discours néolibéral et capitaliste a gangréné les esprits. Et aujourd'hui, il est difficile d'entendre ça, de mettre en avant un discours communiste. On va vous dire, mais le communisme, ça n'existe plus. Communisme, des millions de morts, c'est scandaleux. Les goulags. Mais qui un jour a fait le calcul du nombre de morts causés à cause du capitalisme, causés par le capitalisme, pardon. Il est intéressant de faire un procès au communisme qu'on ne fait jamais, qu'on n'ose jamais faire par équivalence au capitalisme. Quand commence le capitalisme? L'industrialisation des méthodes de production. Est-ce que, c'est un débat que je lance, je ne vous dis pas que j'ai la réponse, est-ce qu'on peut attribuer les camps de concentration au capitalisme? Parce que s'il y a bien un exercice concret du capitalisme dans la vraie vie et dans la marchandisation du corps humain, parce que dans les camps de concentration, les prisonniers étaient considérés comme des outils de production, avec des numéros. C'est d'ailleurs ce qu'explique dans Libre d'obéir Johan Chapoutot, qui pose cette question-là, qui ose la poser. Est-ce qu'on peut attribuer les camps de concentration au capitalisme? Bon, dans ce cas-là, si on fait un concours de qui a tué le plus de gens, il y a match, hein. Il y a vraiment match. Donc, si je vous montre tout ça, les amis, c'est pas pour faire un virage communiste, mais je trouve intéressant de faire sauter les verrous comme ça qu'on nous met dans la tête en disant le communisme, on peut pas en parler. Les Arabes, c'est l'extrême droite qui les combat. Le communisme, c'est de la merde. Enfin, il faut vraiment faire sauter ces verrous-là, les amis, et se rendre compte de la supercherie permanente qui est dans le débat politique qui nous est servi, où tout a été complètement renversé, ça n'a plus aucun sens. Alors, pour revenir à Nathalie Arthaud, je viens de là, hein, au départ, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parfait. Lutte ouvrière, aujourd'hui, milite, par exemple, pour la libre ouverture des frontières. C'est le sans-frontiérisme, ce courant un petit peu issu du mondialisme, ce qui n'a à peu près aucun sens. Hein. Lutter contre le patronat au nom d'une immigration massive qui permet de tirer les salaires vers le bas, en militant pour une libre ouverture des frontières, c'est ridicule. C'est-à-dire prôner la chasteté dans un glory hall. Ça n'a aucun sens, en vérité. Donc, je suis loin de vous dire que tout est parfait, évidemment. Mais je trouve que cette question qui est posée par Nathalie Arthaud, de regarder les véritables responsables des problèmes actuels, là, on touche à quelque chose d'intéressant. Sous peu, je pense que la semaine prochaine, les amis, je vais vous parler d'un grand penseur français des années 60 dont je voulais absolument... Ça fait des semaines que je veux vous en parler. Je vous réserve une surprise d'ailleurs à ce sujet-là. Je vais vous en parler, un de ces quatre. Essayer de montrer à l'appui de la pensée de ce monsieur comment l'idéologie est devenue l'allié objectif du capitalisme et du grand capital, parler en termes marxistes, et vous allez voir, je trouve ça assez passionnant. Donc, ce que je vous dis là, en fait, j'aime bien ces idées-là, parce que ça permet de sauter les verrous, et je pense que ça permet aussi de comprendre que la supercherie est la chose du monde la mieux partagée. Comme Descartes disait ça du bon sens, dans la politique française, on est vraiment dans une supercherie permanente. L'extrême droite critique l'immigration alors qu'elle en a besoin, vu qu'elle est soumise au capitalisme. La France insoumise prétend faire tomber le capitalisme sans jamais désigner véritablement le patronat comme responsable de ce qui se passe. C'est assez passionnant en fait de voir que tout le monde est dans une posture qui ne tient pas, qui succombe devant l'exercice des faits, on va dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur ça, sur cet élément, les copains. Dans ton milieu qui dit t'as l'air crevé, Rémi, ah ouais, ah je suis fatigué. Ah ouais. Bah, je vous l'ai dit, je me suis tapé 12 heures de route là, en 3-4 jours pour aller et revenir au Nérac. C'était une soirée extraordinaire. Je vous raconterai demain parce que c'est vrai que je suis un peu claquignos, je vais pas vous mentir. Puis en plus, j'avais prévu des thèmes. Alors finalement, on parle de complètement autre chose. On est parti sur une analyse communisme extrême droite et je trouve ça... Enfin, j'espère que ça vous plaît, les amis, parce que j'aime bien ces idées-là. Je suis en train de refaire mon script. Je vous parlerai demain on fera Louis Sarkozy demain. Je suis vraiment claqué. Puis faut bien présenter ce genre de séquence. Bien lui en mettre dans le museau. Et d'ailleurs, pour continuer à parler un peu du grand patronat, regardez cette séquence, j'ai vu ça ce week-end, ça m'a fumé derrière. Cet article, France Info qui nous fait un article.
Budget 2026, le MEDEF menace d'une grande mobilisation patronale si les impôts des entreprises augmentent. On va avoir une grande manif de cadres supérieurs en doudoune sans manches Brice. Je peux vous dire que ça va chier les bulles carrées. Déjà que le patron du MEDEF en ce moment, il a une dégaine d'égérie pour les montes-escaliers Stana. Il a une tête, le front est tiré. Hein. Le front est tiré, là on est sur du tirage de chirurgie esthétique. Si le mec il pète et ça lâche, tu te prends un coup de front dans le museau. Il nous régale. Il nous régale. Je sais même plus comment il s'appelle ce bougre d'âne. Comment il s'appelle? Patrick Martin. Voilà. Tu peux pas plus français. Hein. Après, c'est Antoine Dupont. Donc, non, là, ils vont nous faire une manifestation. Ça va chier. Tous ensemble avec nos Berksley dans la rue, ça va être quelque chose. Hein. Attention. Non, t'as vu là, ça va chier les bulles carrées. Hein. Le MEDEF se dit prêt à manifester. Là, ça rigole plus trop quand même. Hein. Ça rigole plus trop. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette séquence un peu réflexion comme ça sur certains éléments. J'aime bien essayer de proposer ça, alors je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis que c'est intéressant d'essayer de surmonter en fait, ce qu'on nous a mis dans la gueule, de dire qu'en fait les communistes c'est les méchants, le RN ils aiment pas les Arabes, le PS c'est je sais pas quoi, les écolos ils sont écolos parce que c'est écrit dessus. Et Sandrine Rousseau, elle n'est pas plus écolo que moi, je suis Chippendale. Hein. L'écologie, c'est pas mettre 3 ruches au sommet de l'Opéra de Paris et nous dire qu'on va sauver la planète. Hein. Faut pas déconner non plus. Donc c'est intéressant en fait, de faire sauter la façade, finalement. De faire sauter la façade de non-certitude. Elle est belle celle-là, c'est pas tous les jours. Hein. Ah, t'as vu, elle est pas mal. Donc non. J'aime bien faire ça de temps en temps, les amis, de prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et comprendre que, en plus avec 2027 qui approche, on va aller vers de nouvelles, de nouveaux mensonges qui vont se construire devant nous. On va aller devant de nouvelles idées qu'il ne faudra absolument pas critiquer. Et moi, j'aime bien essayer de faire sauter tout ça, de faire sauter les verrous, et vous dire dès aujourd'hui que qu'il s'agisse de reconquête. Si le système décide de faire de Sarah Knafo la prochaine présidente de la République, comme Attali nous l'avait annoncé, non pas Sarah Knafo, mais il avait parlé d'une femme, si le système décide que c'est plutôt le tour de Marine Le Pen, c'est le sketch de Dieudonné, hein, celui qui a la couronne, allez, tu la poses, c'est plus ton tour. On verra qui le système décide. Je pense que ce sera quelqu'un rangé à l'extrême droite, ça fait peu de doute. Mais n'oubliez jamais... Et je respecte les convictions de tout le monde. Hein. Si vous avez envie de voter à l'extrême droite par conviction, c'est votre choix et c'est hautement respectable. Mais n'oubliez jamais que... n'oubliez jamais de vous poser cette question. Au-delà de ceux qui veulent voter extrême droite pour lutter contre l'immigration, qui a intérêt à ce que l'extrême droite, avec des personnages comme Jordan Bardella ou Sarah Knafo, arrive au pouvoir? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lutter contre l'immigration c'est très très bien, mais ne pas expliquer ce que je vous dis là en expliquant que le patronat en France ou ailleurs a largement tiré profit de cette immigration et qu'on va vite comprendre avec un parti d'extrême droite au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec Giorgia Meloni. Giorgia Meloni nous a expliqué quand elle est arrivée au pouvoir en Italie qu'ils allaient réduire l'immigration, que ça allait être une catastrophe, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, finalement, elle a haussé les quotas comme jamais en Italie. Pour notamment dans les exploitations agricoles, qu'il y ait de la main-d'œuvre immigrée pour travailler. Donc, à mon avis, je ne suis pas devin, mais on va droit vers ça, que ce soit Knafo, Bardella ou je ne sais qui, on va aller vers ça. C'est-à-dire des promesses électorales de personnalités politiques qui vont vous dire on va réguler l'immigration parce qu'il y en a marre, la France meurt. Et puis au bout de 6 mois de pouvoir, ah oui, mais bon, vous comprenez, il y a des systèmes en tension, il y a des secteurs en tension, pardon. Si on coupe les travailleurs immigrés dans les restaurants, qui va vous servir ventre entre côtes? On ne pourra pas faire autrement. Vraiment, on n'a pas eu le choix, désolé. Et les grands patrons vont une fois de plus se frotter les mains. Une fois de plus. Donc, tant qu'on n'aura pas ce discours assumé d'une immigration manipulée par le patronat qui en a besoin pour tirer les salaires à la baisse, on va pas s'en sortir. À mon avis, on va pas s'en sortir. Merci à mon Dans ton milieu qui vient d'offrir 5 subs à Zamblanit, Mathieu 974 Run, Timinicide 3D, Clito Terror et Thomas 44 360. Merci beaucoup, camarades. Dites-moi dans le chat, je prends des commentaires, les amis. Je prends vos questions.
Hervéro qui dit on peut parler de la dissonance cognitive de l'extrême droite qui défend Israël et l'expulsion des Palestiniens et après vient pleurer qu'il y a des immigrés. Mais absolument, absolument. Ce sujet-là, il faudra en parler un peu plus en détail et prendre un peu plus le temps. Mais il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Alors je prends vraiment... vous savez, j'aime bien les amis de temps en temps discuter avec vous, vous poser des questions parce que moi j'ai pas toutes les réponses. Donc vraiment, je ne sais pas quoi penser. Par rapport à, je suis d'accord avec mon Hervéro, ça me semble être une dissonance cognitive minimum, si ce n'est une manipulation intellectuelle, mais je ne comprends pas le discours. Merci mon Karim CHU de Pierre qui vient d'offrir un sub à Black Wizard 1812. Je ne comprends pas le discours, les amis, de cette extrême droite sioniste, disons les termes, hein, genre Sarah Knafo, elle n'est pas pro-Israël, elle est sioniste évidemment. Cette extrême droite sioniste, en France et ailleurs, qui critique la Palestine, de ces gens qui ont été envahis chez eux et qui doivent quitter leur territoire, qui sont forcés de quitter leur territoire, ces pro-sionistes d'extrême droite qui critiquent la Palestine et en même temps disent que les Français sont envahis par les populations immigrées du nord de l'Afrique et qu'on n'est plus chez soi en France. Je comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas comment ces deux discours peuvent s'articuler. Alors on va m'expliquer, oui, mais en fait, dans les textes religieux, la Palestine, c'est pas ça. Tout le monde a les meilleurs arguments du monde. Là, je renvoie vraiment dos à dos tout le monde, il n'y a aucun problème. Tout le monde a les meilleurs arguments du monde. On était là avant, on n'était pas là avant, on était là après, on n'était pas là après. Dans ce cas-là, on fait comment parce que toute l'humanité provient du continent africain. Dans ce cas-là, si on tire le raisonnement jusqu'au bout, tous les Africains sont chez eux dans le monde entier. Donc on n'a aucun intérêt à ouvrir notre gueule quand on voit des Congolais qui déboulent à Bordeaux. Tu vois. Donc si on va sur l'historicité des arguments, on n'est pas sorti du sable. Merci à Étendard pour le subprime, un tout nouveau sub, merci camarade, et Baldacad pour le sub 13e mois. Donc vraiment les amis, je dis ça, je n'ai pas de raisonnement à vous proposer ou de réponse. Hein. Je pose la question parce que j'ai de plus en plus de mal à comprendre cette argumentation qu'on voit dans l'extrême droite française, qui est de dire la Palestine n'a pas le droit de se défendre contre des gens qui les envahissent, et par contre les Français ont le droit de se défendre contre des gens qui les envahissent. Sur l'argumentation logique. C'est une vraie question que je pose, les amis, parce que j'ai du mal à comprendre ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez des réflexions. Pour vous dire le fond de ma pensée sur cette question-là, hein, pour être très clair, les amis, et qu'il n'y ait pas de secret, je pense, mais c'est que mon idée, et vraiment j'appelle au débat, hein, véritablement, je me dis peut-être qu'il y a aussi une volonté, dans ce fameux diviser pour mieux régner, de renforcer l'opposition qui est faite entre chrétiens et musulmans. Parce qu'on est dans quelque chose qui se construit sur fond de guerre de religion, et c'est toujours un petit peu le même discours. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi, c'est vraiment un débat que j'aimerais poser, d'avoir vos éléments. Comme je dis, je vois des gens qui se braquent un peu dans certains commentaires en disant tu dis n'importe quoi et tout. Les amis, c'est une question. Je n'ai pas de raisonnement. Parfois, on peut se poser des questions. Et j'aimerais avoir votre son de cloche pour créer un débat, voir ce que tout le monde pense. Donc que tout le monde garde son sang-froid, on peut se poser des questions. Il n'y a pas de problème, on peut débattre. Je prends vos messages là-dessus. Il y a Antoine Job qui dit « Le communisme, en théorie, c'est mignon, mais la réalité, ça a été beaucoup de violence. » Alors ça, c'est le débat précédent. Le petit go, c'est pour se laver de leur image d'antisémite et continuer une stratégie de normalisation. Sur le positionnement de l'extrême droite, c'est intéressant. Garde qui dit petite réflexion pour un débat futur. Essayez de répondre à ce débat-là, les amis. Ça va être intéressant d'avoir des éléments. Mon Garde, si tu peux garder le débat pour demain avec plaisir, essayez de répondre à ça. Comme ça, je peux lire vos réponses et il y a plein de sons de cloche différents pour nourrir les esprits, on va dire. Dans ton milieu, qui dit j'ai du mal à comprendre que tu poses la question, regarde Odoul, ça suffit à comprendre. Intomac, tout à fait d'accord, le but est l'affrontement entre musulmans et chrétiens. Vosgos, le communisme a été théorisé mais jamais appliqué. De plus, il est multiforme selon qui s'en empare et selon les époques. Ouais, ça c'est encore le débat d'avant. Cook 54, et là aussi il y a débat sur la récupération des apostats par les extrêmes de tous bords. Jojo l'astico-sauteur, si nos origines lointaines sont en Afrique, qui est arrivé le premier? L'opposant à l'immigration ou l'immigré, façon œuf et poule, effectivement. Synchronique, dans le Coran, plusieurs fois il a dit que les chrétiens et les musulmans sont alliés. Miliode, le but est de rejeter toute forme d'arabe. Voilà, je lis tous vos messages, les amis, ça donne des sons de cloche différents. Je trouve ça intéressant d'avoir vraiment des débats différents, enfin des réflexions différentes, pardon.
Ça me plaît beaucoup, vous connaissez la guinguette. Stratus 13, peut-être aussi que les lobbies qui tirent les ficelles sont sionistes, donc faut les draguer. Je prends tous vos raisonnements, les amis, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je comprends pas là-dessus. Alors, je le redis, c'est pour créer du débat. Moi, j'ai du mal à comprendre cette argumentation de dire à un peuple qui se défend qu'il n'a pas le droit de le faire, et en France, on a le droit. Tu vois, face à une invasion migratoire, et que je veux bien tout à fait reconnaître, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je la reconnais aussi bien que je l'assume, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi en France, oui, il y a une invasion migratoire, mais qui n'est pas la volonté de types perdus du fin fond de la Libye. C'est pas leur rêve numéro 1 au départ de venir en France quand ils arrivent au monde. Peut-être que ce rêve arrive quand on commence à avoir des passeurs qui sont curieusement soutenus par des associations humanitaires, qui elles-mêmes sont curieusement financées par les fameuses Open Society Foundation de George Soros et consorts, où on encourage cette immigration massive qui non seulement va faire le jeu du patronat, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et en plus va alimenter les dissensions entre les peuples, les oppositions, et empêcher à ce que les gens se liguent contre le système en place. Donc c'est évidemment rapide comme résumé, hein, on est complètement d'accord là-dessus, mais à un moment donné, je peine à croire que la volonté du Libyen qui naît dans une famille à 200 bornes de... merde, c'est quoi la capitale de la Libye ? Bon, je sais plus, on les embrasse. Bon, qui naît en Libye, le mec arrive au monde, son rêve numéro 1, c'est d'aller vivre à Châteauroux. J'en suis pas certain. S'il n'y avait pas des passeurs qui faisaient la promotion de l'immigration, on n'en serait peut-être pas là. Alors, en l'occurrence de l'émigration, vu que le Libyen quitte... Tripoli, merci beaucoup. Voilà, on me dit dans le chat, merci à Sam 6, c'est dans ton milieu. Je pense qu'à un moment donné, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de poser les termes du débat, je trouve qu'il y a une promotion de l'émigration qui permet à ce système néolibéral en place de se maintenir. On fait venir des masses immigrées, on tire les salaires vers le bas, on crée des dissensions entre les gens, parce que pendant que les Français de souche, comme il faudrait dire, les Français de souche regardent le musulman comme un ennemi, regardent le Libyen comme un ennemi, regardent le migrant comme un ennemi, ils ne regardent pas le système qui fait venir ces migrants. Le système qui fait venir ces centaines de milliers de musulmans. Et effectivement, il y a une atteinte à la culture française. Ça, je l'assume bien volontiers. Et comme je vous dis, j'ai à la fois un discours d'extrême gauche et un discours d'extrême droite. Et qui était le discours communiste des années 80. Je vous ai montré des extraits tout à l'heure. Je pense sérieusement qu'il y a une immigration massive qui est organisée, que évidemment que la culture française est menacée, mais que il s'agit à un moment donné de se poser la question de qui organise ces immigrations massives, et d'ailleurs cette politique d'immigration massive, et qui ne concerne pas que la France, Donc je veux vraiment renvoyer tout le monde dos à dos, les amis. Je veux renvoyer les droitardés. Alors pour moi, il y a gauchistes et droitardés, hein. Ceux qui arrivent sur la chaîne, les amis, je vous donne un peu quelques éléments de mes grilles de lecture. Pour moi, il y a des gens qui votent à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à gauche, à droite, et je respecte tous ces gens-là, et c'est leur droit de voter, il n'y a aucun problème. Les gauchistes et les droitardés, pour moi, c'est, je dis ça avec du mépris, c'est-à-dire des gens qui votent de ces côtés-là, extrême gauche, extrême droite, mais sans aucun recul, en étant persuadés d'avoir la vérité, et qui voient dans les gens qui ne pensent pas comme eux des salauds, des méchants, tout ce que tu veux. C'est vraiment l'aveuglement volontaire dans une idée politique. Je trouve ça ridicule. Et au centre, j'appelle ça les macronistes. Tu vois, c'est pareil. Donc, le discours que je vous tiens là, les amis, c'est pas du tout un discours pour faire plaisir aux droitardés, parce que vraiment, je vous renvoie chez vous. Pensez que tout le problème vient des musulmans, vient des migrants. Le jour où il n'y aura plus de migrants en France, il y en aura toujours, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on organise une migration massive qui vient d'Afrique, mais un jour, ce sera peut-être d'Asie, ce sera peut-être d'Amérique du Sud. Et le problème n'est pas lié à l'islam en tant que tel, il est lié à ce système néolibéral qui fait venir des centaines de milliers, qui déverse des centaines de milliers de travailleurs. Mais demain, on aura peut-être un problème avec la culture sud-américaine. Parce qu'à un moment donné, un peuple qui se voit irrigué de centaines de milliers de gens qui ne partagent pas la même culture, qui ne partagent pas la même langue et qui ne partagent pas la même religion même, ça crée des problèmes. Mais que ce soit l'islam, le judaïsme, le bouddhisme ou je ne sais quelle religion. C'est qu'on ne peut pas
assimiler des masses aussi importantes de gens dans une société, quelle qu'elle soit, et quelle que soit l'origine et la religion de ces gens-là. Et les droitards ne veulent pas le comprendre. Ils pensent que demain, il n'y a plus d'islam, ça y est, on a gagné, c'est super. Les espèces de Charles Martel là, de LinkedIn, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que demain, vous aurez, dans ce système libéral, enfin néolibéral, vous aurez toujours des masses de travailleurs immigrés qui viendront et qui vont nuire à votre culture. Aujourd'hui, c'est l'islam, demain, ce sera autre chose. Donc, c'est absurde. Et je renvoie évidemment aussi les gauchistes qui sont les alliés utiles du capitalisme parce que leurs bons sentiments humanistes qui disent « Ah mais si, il faut accueillir tout le monde parce qu'il faut être gentil », ben en fait, les grands patrons n'osent même pas se masturber sur ce que vous défendez. C'est-à-dire la libre ouverture des frontières. On accueille tout le monde chez nous, c'est super. Et les grands patrons se frottent les mains en disant « Mais mon Dieu, que de gens à exploiter pour rien en virant nos ouvriers nationaux qui coûtaient bien trop cher, ils étaient au SMIC. » Donc, vraiment, je renvoie dos à dos, si vous voulez, les amis. Pour moi, les camps les plus... pas extrêmes, mais les plus volontairement aveuglés, voilà, pour être précis. Et le discours que je vous tiens, je veux être... c'est ça l'exercice juste milieu en fait. Finalement, je viens de vous en faire la démonstration. C'est de prendre dans chaque position ce qu'il peut y avoir de pertinent. Et dans le discours que je vous tiens, je pense qu'on peut me ranger aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Donc c'est ça l'exercice du juste milieu. C'est que de comprendre qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque raisonnement. Il n'y a personne qui a tout à fait raison, il n'y a personne qui a tout à fait tort. Ça n'existe pas, qui plus est dans un débat politique. Et le juste milieu vient de ça, de la position d'Aristote qui parlait d'un point d'équilibre entre deux extrêmes. Donc tu vois, je t'en ai fait une démo en direct, hein. On est quand même pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez là encore les amis, hein, que je parle pas tout seul, c'est très important qu'il y ait d'autres. Son de cloche, Fléau93 qui dit c'est pour ça que de base la France a séparé le citoyen et la religion. La Révolution française a enlevé tout le pouvoir à la religion pour unifier les peuples. Twitch de Sam, c'est pas une histoire d'immigration, c'est une histoire de culture, de religion, puisque les immigrés européens ne sont plus considérés comme immigrés. Skyhawks qui dit reviens vivre en France, tu changeras de discours. Alors, on en parlait tout à l'heure, j'entends tout à fait ta critique parce que je vis en Suisse, je sais pas de quoi je parle. Pour rappel, il y a les mêmes problèmes en Suisse dans des proportions moindres, on est tout à fait d'accord. Mais je suis pas certain que l'argument soit pertinent de n'avoir le droit que de parler du pays dans lequel on vit, ou alors faudra l'expliquer à tous les pro-Trump français qui bandent sur Donald Trump mais qui vivent à Beauvais. Donc faudra, voilà, juste l'argument de t'es pas en France, t'as pas le droit de parler, bah juste attention quoi. Juste attention, il y a Skyhawks qui dit ça dans le chat. Au fond, je suis d'accord avec toi, mais il faudra que tu expliques à tous les pro-Trump qui n'ont pas le droit de parler de Donald Trump parce qu'ils sont pas aux États-Unis. Stratus 13 qui dit d'ailleurs au nom de l'Europe il existe des boîtes de main d'œuvre équatoriennes basées en Espagne payées au coût horaire espagnol, ils arrivent en bus, comment tu veux lutter contre ça? Le petit go Rémi est à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il est donc extrêmement confus, on peut le voir comme ça. Laurent Robin, il est question d'immigration contrôlée et qui s'intègre, travaille pour cotiser, avoir droit aux aides. Aujourd'hui les illégaux arrivent par différents moyens à recevoir des aides, les OQTF aussi un autre sujet, comme aux USA ou en Australie, tu rentres pas comme dans un moulin, l'obtention de la nationalité est réglée de façon beaucoup plus stricte. Je suis bien d'accord avec ça, mais tu vois, l'immigration contrôlée, c'est je trouve que c'est le terme poli d'une aide incroyable qui est faite au grand patronat, enfin au grand capital. L'immigration contrôlée, c'est ce que fait l'Italie. Tu vois, Giorgia Meloni, elle a tenu exactement ce discours. Au début, elle a dit « Ouais, on va réguler l'immigration, vous allez voir ce que vous allez voir. » Les soldes migratoires italiens, on nous dit « Mais vous avez vu, ils sont maîtrisés. Ça a baissé comme jamais ça avait maîtrisé. Ça a baissé comme jamais ça avait baissé. » Sauf que la politique de Giorgia Meloni, c'était de régulariser les sans-papiers. Donc, tu te retrouves forcément avec un solde migratoire qui baisse, vu que tu régularises. Tu renvoies pas les gens, tu les régularises. Donc, l'immigration contrôlée, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut l'assumer. Et il faut être clair. Si l'immigration contrôlée, c'est de prendre tous les travailleurs que tu vas foutre dans des métiers bassement rémunérés pour remplacer les ouvriers nationaux, c'est un truc de salope. Par contre, si ton immigration contrôlée, c'est de dire sur les postes du bas de la pyramide, donc qui nécessitent peu de formation, avec des salaires rarement élevés, où la concurrence peut être dramatique pour les ouvriers nationaux, là tu dis
pas d'immigration, on va privilégier nos Français. Et après, sur des postes peut-être plus qualifiés, où la demande est peut-être plus importante du côté des entreprises, et où l'offre, pour le coup, se raréfie, là, tu peux aller piocher dans d'autres pays, en acceptant quand même une chose très importante. Je parle notamment sur la question du secteur médical. Quand tu vas piocher des médecins dans des pays, notamment en Afrique, dans des pays peu développés ou des pays à faible développement, quand tu vas piocher des gens qui sont dans des fonctions que toi tu recherches, donc des fonctions élevées, on va dire, tu affaiblis ces pays qui, à un moment donné, vont trouver vont rester dans un état de développement faible qui va te créer des problèmes un jour ou l'autre. C'est-à-dire que plus tu puises dans les autres pays pour te renforcer, plus tu les affaiblis et tu vas être vu comme un Eldorado sur la question migratoire. Donc c'est aussi ça à accepter. Peut-être qu'il y a des métiers dits en tension, des choses comme ça, où il faut qu'on relance l'éducation nationale, qu'on forme les gens, qu'on fabrique des travailleurs, qu'on fabrique des travailleurs qualifiés, plutôt que d'aller piocher dans des pays qu'on va affaiblir et qui, à un moment donné, vont dire on nous a tout pris ici, on va aller là où on nous a tout pris. Donc, voilà, sur ces questions-là, je suis tout à fait d'accord sur les questions d'immigration contrôlée, mais je pense qu'il faut garder la tête froide quand même là-dessus et voir ce que ça cache en fait derrière, ce que ça cache derrière. El Carcinero qui dit les médecins étrangers font leurs études ici, une fois le diplôme en poche ils repartent vite chez eux, je suis d'accord. Boya Lezuc, pour les médecins il faudrait augmenter les diplômes nationaux. Mr Pop 007, on efface la culture française pour y intégrer d'autres cultures, c'est toujours détruire la culture française. Mais je suis d'accord, mais enfin, je fais attention à ce que je vous dis parce que j'entends déjà venir les droits tardés avec leurs gros sabots qui vont m'expliquer « Ah ouais, mais ça, c'est une discours la gauche depuis des années. » Il y a... Enfin, non, mais de toute façon, c'est ce que je vous ai déjà dit, je vais radoter sinon. Je vais radoter. Je pense que, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, il y a un problème d'assimilation ou d'intégration, il y a un débat, vous choisissez le terme. Alors, il y a Jean-Père Mamère qui caricature dans le chat, qui dit « Il n'est pas d'accord avec moi, c'est un droit tardé avec des guillemets. » Et il dit très peu manichéen. « Camarade, je fais tout pour mettre du débat tout à l'heure, je trouve que tu exagères un petit peu. Hésite pas à donner ton point de vue et on débat, il n'y a aucun problème. » Mais là, tu caricatures un peu. Je ne suis pas du tout dans une démarche de dire « Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est un droit tardé. » J'ai expliqué tout à l'heure, je trouve que tu exagères. J'essaie de créer du débat, j'essaie de poser des questions, de prendre des sons de cloche différents et tu déboules et tu dis ça. Je trouve ça peut-être un petit peu ridicule, mais c'est ton droit. Je sais plus où j'en étais du coup. Oui, je pense que tout pays qui intègre une masse de nouveaux entrants, on va dire, une quantité massive, une quantité trop importante, va avoir des problèmes. Mais quelle que soit la religion et la culture de la masse de gens qui arrivent, évidemment que je n'ignore pas que si on intègre demain 500 000 Italiens, par exemple, il y a une proximité culturelle et religieuse plus importante qu'avec 500 000 Libyens. Je suis complètement d'accord, il y a une proximité culturelle, religieuse. On est d'accord. Mais pour autant, on a vu aussi des problèmes d'intégration avec des peuples qui venaient d'à côté de chez nous. Les histoires qu'il y a eu en Italie au 19e siècle, dans le sud de la France, par rapport à l'immigration italienne, dans les... pas les mines de sel, mais du côté d'Aigues-Mortes, là, où tu as eu des situations quand même de guerre civile, où ça s'est très très mal passé. C'est pas merveilleux quand cette immigration vient... c'est pas forcément merveilleux quand cette immigration vient de pays proches de la France. Je pense que c'est la masse qui fait le problème et que demain tu veux intégrer 500 000 Italiens, même s'il y a une proximité culturelle, tu vas avoir des problèmes. Sur un temps aussi court, dans le contexte qui est le nôtre, tu auras des problèmes. Et cette question de faire de l'islam le problème numéro 1 par rapport à l'immigration, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'islam parce que notre système néolibéral va piocher de la main-d'œuvre en masse dans des pays de confession musulmane. Mais demain, si le système change de source d'approvisionnement, on va dire, et va piocher, je ne sais pas, en Asie du Sud-Est, on aura des problèmes avec les religions d'Asie du Sud-Est et la culture d'Asie du Sud-Est. C'est la masse qui me semble problématique. Mais c'est mon point de vue là-dessus, les amis.
Et je dis, j'incite vraiment pour le débat, et je vous dis pas que j'ai raison, loin de là. Hein. Au contraire d'ailleurs, en vérité. Je dis sûrement des conneries. Mais au moins, voilà, c'est pour débattre, les amis. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est vous encourager à à dire ce que vous pensez, les amis, parce que tout le monde a droit de penser ce qu'il veut, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, on s'en fout en fait. Je prends vos messages. Anarchy08 qui dit « Ça ne veut rien dire. On a l'immigration asiatique avec culture et religion différentes et ils ne causent quasiment aucun problème. Au contraire, ils subissent beaucoup d'oppression et de discrimination. Regardez les masses, regardez les volumes. » C'est l'argument. C'est l'argument, là encore, que je ne comprends pas dans la grille de lecture d'extrême droite. C'est qu'on nous dit les pays musulmans représentent les plus gros volumes d'immigration. Et dans le même temps, ils te disent, regardez, l'immigration asiatique, on a moins de problèmes. Je pense qu'il y a moins de problèmes parce qu'il y a moins de gens. Alors après, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des populations qui s'assimilent plus facilement. Je l'ignore pas. Et c'est pour ça que j'aime bien lire des commentaires, les amis. Ça nourrit les raisonnements, ça nourrit les réflexions. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais je crois qu'à partir d'un certain seuil, qui plus est encouragé par un système qui va alimenter la division, qui va alimenter l'opposition, demain vous faites venir 500 000 Thaïlandais, si le système politico-médiatique fait en sorte de mettre de l'huile sur le feu pour que les gens n'aiment pas les Thaïlandais, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Donc, c'est ça aussi que j'essaie de mettre en avant, les amis, c'est que il y a peut-être des populations qui s'assimilent plus ou moins facilement. Je l'entends bien, il n'y a aucun problème. On peut avoir une proximité culturelle ou religieuse, je l'entends bien, il n'y a aucun problème. Mais si le système politico-médiatique a décidé de créer la division, ça créera des problèmes. Regardez SOS Racisme. SOS Racisme a été créé pour faciliter la division, faciliter l'opposition. C'était pas parfait, l'assimilation, on est complètement d'accord. Mais à ce moment-là, on a commencé à dire touche pas à mon pote, ils défendent les Noirs et les Arabes. Et à partir de là, on a commencé à dire il y a des Noirs et des Arabes qui sont défendus par telle association. Donc, c'est ça, en fait. Et c'est une question, une fois de plus. C'est un raisonnement, les amis. Je vous dis pas que j'ai raison, mais je pense que si un système médiatico-politique décide de créer de la division, il va la créer. Que l'immigration soit composée de Thaïlandais, de Camerounais, de Vénézuéliens, j'en sais rien. Quand quelqu'un pointe du doigt pour désigner, ça marche. Vous l'avez vu aujourd'hui. On a monté des Français contre les non-vaccinés. Pourtant, les non-vaccinés, c'est pas une origine, non-vaccinés. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas la non-vaccinie. Donc, je prends l'exemple des non-vaccinés, les amis, pour vous montrer que se diviser pour mieux régner marche sur tout le monde. Contre tout le monde, en l'occurrence. Avec le Covid, on a désigné des gens et il fallait leur casser la gueule. On se posait la question de s'il fallait les accueillir dans les services d'urgence. Vous vous rendez compte ? Donc, moi, c'est ça qui me choque le plus. J'entends tous les arguments de tout le monde. Hein. Je vous l'ai dit, ceux qui vont me dire qu'il y a des vagues d'immigration plus faciles à assimiler, je vous l'ai dit, je suis plutôt d'accord. Selon la proximité religieuse, culturelle, on est d'accord. Mais j'essaie quand même de mettre en avant cet argument de dire que quand un système veut opposer des gens entre eux, il y arrive. Si on n'est pas lucide, si on n'a pas la tête froide pour éviter de mettre les pieds, de se prendre les pieds dans le tapis immédiatement en disant CNews m'a dit faut aimer eux, pas eux, BFM TV m'a dit faut aimer eux, pas eux. Si on n'est pas lucide à ce moment-là, on se retrouve à détester les gens qu'on nous dit de détester en vérité. D'ailleurs, pour prendre un exemple clair, Éric Zemmour le dit très bien. Quand Éric Zemmour raconte son enfance, je crois que c'est Drancy, si je dis pas de conneries, il raconte que ça se passait très bien. Avec des Arabes, des Espagnols, des machins, des bidules. Il le disait très bien, Éric Zemmour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 80 et aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a une augmentation de la masse migratoire et il y a eu une volonté du système d'opposer les gens et de créer la division. Et SOS Racisme en est le symbole. SOS Racisme en est le symbole. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire là-dessus. Je suis content d'avoir ce débat-là avec vous parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit que je parlais pas de la question migratoire sur Juste Milieu. C'est juste, j'en parle pas beaucoup, je devrais en parler plus. Mais au moins je suis content, on en a parlé un peu aujourd'hui. Je vous donne quelques éléments de ma réflexion, mais comme dit, une fois de plus, c'est pas la vérité. Hein. Ça se saurait, si j'avais la vérité, je serais pas sur YouTube. Hein. J'aurais fondé ma secte
Puis je pourrais sauter des gonzesses en toute tranquillité. Donc je veux pas faire ça. Sinon je vais me faire engueuler par Madame Mieux. Baldacat qui dit c'est vrai, j'habitais en cité dans les années 80-90, ça se passait bien. Je pense qu'il y a quelque chose à questionner ici sur l'opposition qui s'est accélérée entre les individus. L'immigration musulmane n'a pas toujours été un problème en France. Alors, période de l'Hégire, Charles Martel, on est en 600-700, oui, il y a eu des problèmes. Mais il y a eu des moments où ça se passait très bien aussi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La masse, ok, évidemment. Mais si l'islam n'était pas forcément un problème dans les années 80, pourquoi l'est-il aujourd'hui? Je pose la question. Je pense qu'il y a un système qui a intérêt à ce que les gens se mettent sur la gueule, parce que le jour où les gens se disent « Attends, toi t'as la burqa, toi t'as la kippa, toi t'as la croix, toi tu manges pas de porc, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, ok d'accord. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on se met sur la gueule? Qu'est-ce qui fait quel système a besoin qu'on se mette sur la gueule pour se perpétuer et continuer à tous nous emmancher? Ah bah attends, vas-y, bouge pas. Vas-y, la voilée, le kippa, la croix, attends, tout le monde ta gueule. On va voir ce qui se passe là-haut parce qu'apparemment on a des problèmes en commun avec eux. Ah bah tiens. Là, c'est curieux, tu vois. Là, l'unité entre les peuples, elle n'est pas encouragée à ce moment-là. Donc voilà, mais une fois de plus les amis, je sais que c'est un sujet sensible où tout le monde a son opinion là-dessus et vraiment je veux vous en parler d'abord comme une porte ouverte où tout le monde donne son avis. Dans le chat, je vois il y a plein de gens qui donnent leur avis et ça fait plaisir les amis, vous avez le droit, c'est ça qui est chouette, on peut discuter ensemble. Dans le chat, je vois des gens qui sont vraiment pas d'accord entre eux, mais c'est bien, c'est calme, je surveille, tout le monde se respecte et c'est chouette les amis. Et ce débat-là, on pourrait l'avoir, alors après le spectacle juste milieu, c'est pas le but, on est là pour se fendre la gueule, mais j'aimerais bien un jour animer comme ça, pourquoi pas des discussions entre les gens, je suis sûr que c'est possible, et qu'on pourrait vraiment débattre et montrer aux gens que c'est possible, on peut parler d'immigration sans se mettre sur la gueule, je veux dire, la vie c'est pas un plateau de TV, hein. Les vrais gens ça marche pas comme ça, hein. Laurent Robin qui dit dans le chat. Mais attends, Laurent Robin, ça me dit quelque chose comme nom. Il n'y a pas un mec qui écrit des bouquins je confonds. Oh Laurent Robin qui nous dit « Merci pour ta réponse, tu marques un point, je te respecte beaucoup justement car tu respectes tout le monde et tes arguments sont audibles même quand on n'est pas d'accord. Le thème de l'immigration, c'est un sujet vraiment complexe et qui va être intéressant pour les prochaines élections. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Merci camarade. Oui, non mais c'est pour ça de toute façon que je le veuille ou non, on va en reparler beaucoup plus sur Juste Milieu parce que... l'immigration va être au cœur des débats, mais regardez comme qu'est-ce que c'est encore ça? Bref, regardez comme les débats sont devenus caricaturaux. Vous avez, en gros, si on résume, hein, l'extrême droite, alors RN comme Reconquête te dit c'est les musulmans, voilà, c'est pas compliqué en fait, c'est les musulmans, voilà. Alors qu'est-ce que tu fais des millions de musulmans qui sont là, des millions de musulmans qu'on n'entend pas, qui vivent leur religion tranquillement. Il y a des connards chez les juifs, il y a des connards chez les cathos. Évidemment qu'on a eu des problèmes avec l'islam sur le terrorisme si on le rapproche à l'islam, ok. Bon, qu'est-ce qu'a fait que le système comme ça, alors que l'islam semblait poser problème pour cette extrême droite, on a un système qui a fait venir des centaines de milliers de gens qui viennent de pays musulmans. Donc on avait déjà un problème et on a plein de gens qui sont venus et à aucun moment on ne remet en cause le système qui fait venir ces gens-là. On accuse les gens, on accuse les individus plutôt que le système qui permet à ces individus de venir. Donc l'extrême droite c'est ça. En gros, il n'y a plus d'islam, la vie c'est ça y est, c'est Jean de Florette. Si on enlève l'islam en France, c'est bon, retour à l'époque de Marcel Pagnol, tu vois. Pourquoi pas. L'extrême gauche, c'est te dire en fait tout immigré est bienveillant. En fait, les immigrés sont des petits agneaux qui font câliner, ils sont tous super gentils et c'est génial, tu vois. Donc voilà le débat sur l'immigration. Voilà, pour trouver une opinion apaisée, c'est nickel. Vraiment, c'est nickel. Il y a aucun problème, tu vois. Le débat sur l'immigration en France, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est ridicule. Tu vois, t'as d'un côté l'extrême gauche et tout migrant est une chance pour la France, donc vraiment le discours bidon par excellence, et l'extrême droite, c'est tout migrant est un terroriste. Voilà, démerde-toi avec ça. Si tu veux raisonner un peu, démerde-toi avec ça. C'est abusé, c'est ridicule. Et nous, le peuple, on devrait se rabaisser à leur niveau, on devrait se prendre la gueule avec des arguments aussi bidons, alors que je suis certain que là, dans la communauté Juste Milieu ou d'autres communautés, ou qu'importe, dans les vrais gens, on en réunit 100 qui votent pour des partis différents,
Et on s'en sortira très bien. Et on va discuter, on sera pas d'accord. Mais il y aura des arguments sérieux. C'est absurde, c'est absurde. Alors, il y a Emmanuel LP qui dit « Je te rappelle, Rémi, il y a des départements à 95% de musulmans. » Alors, peut-être, je connais pas tes chiffres. Mais si tu as des sources, avec grand plaisir, je veux bien te croire. Mais là encore, enfin, c'est... Je sais pas, moi j'ai peur en fait du niveau des débats qu'on va avoir à l'horizon. Ah oui, à Mayotte, bah oui, oui, à Mayotte, oui, effectivement, c'est juste, merci, je suis d'accord, Emmanuel LP. Il y a Twitch de Sam qui rappelle effectivement à Mayotte, mais ça c'est plus presque anthropologique d'une certaine manière. Magnolou qui dit l'appauvrissement du débat est malheureux, j'aurais tendance à dire qu'elle est voulue. Oui, mais pour la plupart elle est subie. Effectivement, ouais, Emmanuel LP, merci, effectivement à Mayotte, mais bon, sauf erreur, Mayotte c'est l'exception qui confirme la règle. En France métropolitaine, il n'y a pas de département à 95% de musulmans, il me semble, hein. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Je suis content d'avoir parlé de ça avec vous. C'est possible d'en parler calmement, c'est chouette, ça fait plaisir, sans être dans les postures en bois, sans être dans même les postures en fait, tout court, mais sans être dans la posture, tout simplement. Et ça fait plaisir, les copains. Voilà ce que je vous dis. On finit sur un magnifique message de mon Hervéro que j'embrasse qui dit « J'ai rencontré ma femme, elle votait RN et moi LFI. Maintenant, on vote plus ni pour l'un ni pour l'autre, mais qu'est-ce qu'on s'aime, c'est magnifique. » Voilà, on finit là-dessus, on finit sur du bonheur. Bisous mon Hervé, j'espère que tu vas bien. Les copains, je vais raccrocher les wagons, je vous dis, je suis un peu crevé. Je me suis tapé la route, machin, hier. Demain, je vous donne rendez-vous, 16h45, même heure, même endroit. On va parler de la propagande Louis Sarkozy, on va faire le jeu des Russes, et je vous raconterai mon séjour en Irak, les amis. J'ai vécu quelque chose de magnifique, vraiment, et je voulais vous partager ce bonheur avec vous, parce que c'est tout l'esprit, juste milieu, c'est tout l'esprit du spectacle, et vraiment, j'ai vécu des choses incroyables, et je vous raconterai tout ça demain avec bonheur, les amis. 16h45 sur Twitch, Twitter, Facebook, TikTok. Abonnez-vous de partout, soutenez si vous avez envie, si ça vous plaît, les amis. Envoyez les cœurs sur TikTok, faites péter les compteurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? La tournée du spectacle Zinzin, bien sûr, les amis, vous le savez, on rattaque de plus belle. Et là on a 3 grosses dates qui arrivent, les copains. On a Le Mans le jeudi 9 octobre 2025 à 21h. Il reste encore quelques places, les amis, tardez pas trop, c'est dans un peu moins d'un mois. Ensuite, le doublé magique, Metz le 17 octobre 2025 à 20h au Cameo Comedy Club, et Strasbourg, donc à Ilkirch, juste à côté de Strasbourg, l'Iliade, une salle de 490 places, les amis. Ça va être une soirée de fou furieux. C'est le record. Ça va être le record d'affluence. Si on vend tous les billets, ça va être le record d'affluence, les amis. Ça va être une fête incroyable. Je suis en train de chercher un lieu pour faire la fête après le spectacle, parce que vous savez, tous les spectacles Zinzin, après, on passe du temps ensemble, on va au restaurant ou on boit un coup dans le bar du théâtre s'il y en a un, et surtout on fait la fête et on partage un moment. Donc voilà les amis, je vous donne le lien sur Twitch. Si vous regardez sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à taper spectacle juste milieu ou tournée Zinzin, vous aurez la billetterie. Je compte sur vous les amis, parce que c'est un moment de rigolade, on se fend la gueule sur toutes ces conneries, et surtout on est ensemble, on se réunit, et ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse les amis, merci d'avoir été là, je vous dis à demain 16h45 pour le Juste Bistrot. Vive la rigolade, vive la France, prenez soin de vous, à demain en pleine forme, je vous embrasse, bisous les copains.